Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir et fermer des dossiers au gré de vos témoignages. Notre standard, bien sûr, est plus que jamais à votre disposition pour que vous puissiez m'exposer, ainsi qu'à mes invités, ce que vous avez vécu et les questions, évidemment, que cela fait naître, les questions et les angoisses également. Avec moi donc pour répondre à vos questions et analyser vos témoignages, Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Pierre Massias, tu t'occupes du site internet que tu as créé qui s'appelle psiland.org, psiland.org, O-R-G, et une grande bonne nouvelle que je te laisse le soin d'annoncer. Une excellente nouvelle parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. D'avoir la disponibilité des émissions via le net, on me l'a demandé plusieurs fois. Et donc c'est chose faite. Toutes les émissions depuis la toute première sont disponibles sur le site psiland.org. Il y a un petit encadré à droite sur l'écran où j'indique donc le programme de la semaine suivante et ce que j'appelle l'historique de l'émission. Et c'est à travers ce lien qu'on va tomber sur une page qui présente les enregistrements de l'ensemble des émissions avec les documents qui nous ont servi à fabriquer les émissions. Voilà, donc il faut remercier également la direction de Sud Radio qui a accepté que tu puisses mettre en ligne toutes ces émissions. Grand merci à Sud Radio. Ah oui, vraiment. Donc sur psiland.org, vous pouvez maintenant télécharger, on peut les télécharger également. On peut les télécharger, on peut faire ce qu'on veut, soit les télécharger, soit simplement les écouter. Voilà, vous pouvez donc télécharger ou écouter toutes les émissions depuis le début, depuis avril 2006. Tu m'avais dit que ça faisait quoi, une semaine non-stop d'écoute à peu près Oui, ça fait quelque chose comme de l'ordre de 80 émissions à 2 heures par émission. D'accord, 160 heures. Oui, ça fait moins d'une semaine. Ouais, mais 160 heures, c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Ça fait un mois de travail. Voilà. Pour y arriver. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, nous allons recevoir également, comme d'habitude, quand il s'agit de soirées de témoignages, Renaud Évrard du GEMI. Renaud, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Renaud ? Ah, très bien, très bien. Bon, vous allez pouvoir également télécharger toutes les émissions, vous avez vu sur le site de Pierre. Je suis très très heureux. J'adore les écouter, me réécouter bien sûr, pour apprendre de mes erreurs également. Parce que je suis très naïf en fait. Vous êtes plein d'humilité, Renaud, c'est bien. Alors vous le savez, vous qui nous écoutez, notre standard est à votre disposition. 0826 300 300, 0826 300 300. Morad est là pour recevoir vos appels et recueillir vos témoignages à l'antenne évidemment. Et vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire, votre réaction, votre question à mes invités, Pierre Massias ou Renaud Évrard, ou à moi évidemment, et ça arrive directement sur l'écran qui est juste à mes côtés. Évidemment, nous allons consacrer ces 2 heures à vos témoignages et nous commençons tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Alors d'abord un petit préambule très rapidement. J'ai une rage de dents qui me fait un mal de chien, donc si de temps en temps vous me sentez bafouiller un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je n'ai rien bu, rien fumé, mais c'est juste les dents qui taquinent un petit peu. Nous avons Guy qui nous appelle et qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir, oui. Alors, Guy, vous nous avez contacté par le biais de notre émission il y a quelque temps. Nous avons discuté ensemble cette semaine. Et vous vous êtes livré avec un ami à ce que j'appellerais des séances de communication télépathique, c'est ça ? Non, le but c'était pas de faire la télépathie, c'était simplement, c'était sur un cours de communication, pour simplement être plus à l'aise avec une personne dans la communication, c'est tout. Il n'y avait pas réellement il n'y a pas une connotation spirituelle ou quoi que ce soit dans ce sens-là, du tout, hein. D'accord, vous n'essayiez pas à ce moment-là d'envoyer un message ou un symbole par l'esprit pour que lui essaye de deviner ce que c'était et vice versa évidemment. Non, mais par contre, c'est vrai que l'exercice que nous étions en train de faire, c'était pas un exercice, c'est un exercice assez spécial. On travaillait à distance, mais on se voyait l'un et l'autre, vu que nous étions à 15 mètres. Et le but du jeu, c'était pas que le mot soit puissant, mais c'était ce qu'on émettait de nous-mêmes, il fallait que ce soit perçu par l'autre en face. Mais à travers, moi j'appelle ça l'intention, mais que je sais pas quel mot on peut mettre, à travers l'énergie, peut-être qu'on peut émettre soi-même, quoi. D'accord. Voilà.
Et est-ce que vous avez eu avant que vous nous racontiez cette expérience étonnante que vous avez vécue, est-ce que vous avez eu de bons résultats dans ce sens? Oui, réellement. Réellement, écoutez, même, je me souviendrai toujours d'un ami qui était directeur de banque, qui est venu donc nous rejoindre sur ce cours. Ouais. Alors, c'était pas sur ce lieu-ci, c'était sur un autre. Et réellement, il nous souriait, il souriait, et puis il nous disait, vous savez, je crois pas un seul moment ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Je m'écoute, ce monsieur s'appelait, que je dis pas de bêtises, il s'appelait Jacques. Ouais. Je vais écoute Jacques, tu vas prendre ma place, et je vais dire à Jean-Louis, donc j'essaie de chercher les mots, je vais dire à Jean-Louis de t'accuser réception à ta communication avec intention. Réellement, quand Jean-Louis a donc accusé réception à sa communication, écoutez, je vous assure, je ne mens pas. Cet homme, donc, ce directeur de banque, a mis ses mains réellement sur son poitrail, a reculé de plusieurs mètres, après m'a regardé, et cet homme n'en revenait pas. Mais réellement, quoi, il a réellement ressenti l'énergie de la communication. Et c'était vraiment génial, quoi. Vraiment. J'aimerais comprendre un peu plus le but de l'exercice, c'est-à-dire vous envoyez pas des messages, mais des intentions, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre devait recevoir ou était censé recevoir. Mais tu vois, ce qu'en fait que beaucoup de gens ignorent dans les communications, des fois, on le sait par exemple à travers l'amour, des fois on n'a pas besoin de mots pour que l'autre comprenne en fait. Exact, oui. Mais là, c'est réellement, si vous voulez, c'est de l'amour, énergie, je dirais. Moi, j'ai fait par exemple l'expérience avec des bébés. Réellement, je dis bien des bébés, de quelques semaines, les tenant dans mes bras, et simplement par la pensée, me dire, ok, là, je lui envoie de l'amour. Je vous assure, je ne vous mens pas. À partir du moment où je décide, le moment où j'envoie de l'amour, le bébé souriait. Écoutez, ce test-là, je l'ai testé des dizaines de fois. À chaque fois, le bébé souriait. Au moment où j'émettais cette intention d'envoyer de l'amour. Donc, en fin de compte, ce qu'on ne sait pas, je pense, au niveau de la communication, comme par exemple, là, je vous parle, vous me parlez, même si vous êtes très loin de moi, je suis convaincu qu'il y a en effet, il y a des énergies qui passent. Et il y a des individus qui sont capables, réellement, par l'intention, même sans les mots, de faire bouger certaines choses. Mais je suis désolé, je ne sais pas quel mot mettre sur intention, sur énergie. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je sais que cette force-là existe. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la guerre des étoiles, que la force va avec toi. Je pense que c'est tout ça mélangé. Moi, il me semble. Alors, Guy, racontez-nous maintenant ce que vous avez vécu lors d'une de ces séances de communication. Tout à fait. Donc, je me trouvais avec Jean-Louis. Donc, nous étions à 15 mètres l'un de l'autre. Donc, on travaille debout, pas assis. À un moment donné, donc, on faisait l'exercice. Et à un moment donné, je me frotte les yeux. Je ne voyais plus les jambes de Jean-Louis. Pardon ? Je ne les voyais plus. Et donc, je lui indique, écoute Jean-Louis, je ne vois plus tes jambes. Et lui, donc, surpris que je dise ça, il met ses mains sur ses jambes. Il me dit, mais écoute, Guy, je ne sens plus mes jambes. Mais il le criait presque. Mais je sens plus mes jambes. Où elles sont passées, mes jambes? Et donc, pour s'assurer qu'il ait quand même bien ses jambes encore, il s'est mis à marcher en venant vers moi. Et là, je me suis mis à éclater de rire, parce que quand il marchait, j'ai l'impression de voir un nain. Alors que ce type mesure plus d'1 m 85 quand même. Donc c'est assez extraordinaire. Donc moi, je ne voyais pas ses jambes, lui ne les sentait pas. Et quand il marchait, réellement, c'était comme s'il n'avait plus de jambes, cet homme. Ah mais ça, attendez, c'est complètement étonnant. Des jambes avaient disparu à quel niveau? Du genou, de la taille? Il n'avait plus du tout de jambes. Il n'avait plus du tout de jambes, cet homme. Je ne voyais, c'est simple, j'avais beau le regarder, il n'avait plus de jambes. Je voyais à travers lui, il n'avait plus de jambes. Ça alors? Mais c'est incroyable, cette histoire, vraiment incroyable. Et Dieu sait combien j'ai pu lire pas mal de bouquins, de parapsycho et tout ça. Jamais j'ai vu quoi que ce soit par rapport à ce genre d'expérience. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas du tout. Alors, pour bien comprendre, vous étiez en train de réaliser cet exercice de communication. Il était assis, hein? Non, debout, on était debout. Vous étiez debout, très bien. Et à un moment, vous lui avez dit, mais je ne vois plus tes jambes. C'est-à-dire qu'il était toujours debout, mais à la place des jambes, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc il était comme suspendu en l'air, quoi, en quelque sorte. Mais et sans jambes. D'accord, voilà, c'est ça. Et lui a étonné, a essayé de toucher ses jambes. Et il vous a répondu affolé, j'imagine. Il les sentait plus. Il les sentait vraiment plus. Il avait beau mettre. Alors, bien sûr, comme il a mis ses mains sur ses jambes elles étaient bien là, forcément. Comme il a mis ses mains dessus. Mais il ne les sentait plus. Et moi, je ne les voyais pas. Aucune sensation nerveuse, quoi, les terminaux nerveux, etc. Enfin, il les sentait plus, il sentait plus ses doigts de pied, etc. D'accord. C'était vraiment incroyable. Il n'avait plus de jambes. Ouais. Et lorsqu'il s'est mis à marcher vers vous, c'est comme s'il flottait en l'air, quoi, finalement. Non, en fait, c'est comme moi je le voyais
comme phénomène, parce que c'était pas possible comme cet homme. Il mesure un mètre, je l'ai dit tout à l'heure, il mesure donc un peu plus d'1m85, Jean-Yves. Ouais. Mais quand je l'ai vu marcher, c'était comme si il marchait sans jambes, mais donc automatiquement c'était son abdomen, sur haut du corps qui marchait, mais sans jambes, c'était vraiment incroyable. Et donc pourtant, j'arrive pas à m'expliquer ce phénomène. Comme il mesure 1m85, cet homme, normalement ses yeux étaient à hauteur d'à peu près des miens, et même si on était à 15 mètres, alors que je le voyais petit. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est époustouflant cette histoire, c'est vraiment extraordinaire. Et comment ça s'est terminé cette affaire? Comment ça s'est terminé? Écoutez, quand on est sur un exercice de communication, comme ça en général, quand il se passe des phénomènes, moi j'étais moniteur de ces cours de communication, c'est ok, il faut pas rentrer dans des gamberges si vous voulez, et je dis ok, on reprend le cours et ça devrait passer comme c'est venu. Et en général ça se passe toujours comme ça en effet. Oui. On a repris l'exercice et puis bon, stop. Et après, ces jambes sont entre guillemets réapparues, enfin. Tout à fait. Mais par contre, je serais incapable de vous dire au bout de combien de temps, parce que cette histoire, il y a quand même 20 ans de cela, même un peu plus de 20 ans. Donc je sais pas combien de temps ça a pris, je ne sais pas. Oui. Bon, enfin, c'est vrai que ça a de quoi laisser perplexe, oui, effectivement. Complètement. Moi, je crois que j'y repense, mais tous les ans, cette histoire. Vraiment, tous les ans, j'y repense. Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je veux bien vous croire. Bon, vous restez avec nous, Guy, une pause, et on se retrouve dans quelques minutes avec les analyses et sûrement les questions de Pierre Massias et de Renaud Évrard, mes deux invités. Je vous rappelle que vous pouvez entrer en contact avec nous par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable et vous rédigez votre commentaire, votre réaction. Vous l'envoyez au 71 200, un gentil d'ailleurs SMS de Anne qui dit « Je compatis pour votre rage de dents, bon courage ». Merci Anne, c'est sympa, j'en ai besoin. Et vous pouvez également intervenir, vous le savez, puisque ces 2 heures d'émission sont dédiées à vos témoignages. Vous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300 pour venir nous raconter, nous relater ce que vous avez vécu. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et vos témoignages au 0826 300 300, 0826 300 300. Guy est toujours avec nous, bien entendu. Mon cher Guy, donc écoutons avec attention les réactions à votre témoignage, à ce que vous avez vécu de la part de Renaud Évrard et de Pierre Massias. Renaud, qu'en pensez-vous? Si vous avez des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Bonjour Guy, je vous remercie pour votre témoignage qui est effectivement très extraordinaire, très original. Après, de dire que vous n'avez jamais rencontré dans la littérature de cas de disparition de membres ou de choses comme ça, je peux le comprendre, mais il y en a quand même quelques-uns. En fait, il y a quand même des études qui ont été faites. Donc, je citerai 2 cas en particulier. Ce serait les cas des études sur des gens qui produisaient des ectoplasmes. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais c'est des expériences qui ont eu lieu au début du XXe siècle, en fait, où des gens faisaient apparaître des fantômes, et on observait parfois qu'il y avait comme un transvasement, c'est-à-dire que certains de leurs membres disparaissaient ou eux-mêmes donnaient l'impression de se dématérialiser pendant que quelque chose d'autre se matérialisait. Donc là, c'était dans des cas d'observation assez étranges. Et deuxième cas, c'était... Et là, c'était produit en laboratoire, ça, Renaud ? En laboratoire, en tout cas en situation d'expérimentation. Donc avec plusieurs personnes qui voyaient les mêmes choses, qui prenaient des photographies et des choses comme ça. Alors, et les deuxièmes cas, donc là c'est non laboratoire, c'est des cas spontanés qui sont rapportés, c'est par rapport à des mystiques qui, dans certains états de transe, étaient capables d'avoir des modifications corporelles de divers genres. Donc ça pouvait être des sortes de disparitions ou des déformations et parfois même des agrandissements, quoi. Donc c'est des choses très étranges que moi-même je ne tenterai pas d'expliquer sur ce cas-là. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres hypothèses qu'on peut encore prendre en compte, parce qu'il faut quand même essayer de rationaliser un peu le fait que ce soit une hallucination. Et il y a quand même quelque chose dans le discours qui ressemble à ça, par rapport au fait que cette hallucination vous a quand même fait voir la personne en plus petite qu'elle était, en fait. Il y a quand même eu des déformations des perceptions qui seraient peut-être en jeu. Alors, que l'autre personne ne sente plus ses jambes, ça semble corroborer en fait votre dire, mais ça peut être aussi votre suggestion. Ce que vous dites, justement, comme vous parlez au tout début de votre influence sur un peu les autres, vous avez peut-être une influence qu'on dirait comme un hypnotiseur, de suggérer des fois des états, et on peut tout à fait dans ce cas-là déformer des perceptions, faire apparaître ou faire disparaître des choses qui
qui sont présentes pourtant dans la pièce, qui sont réelles. D'accord. D'accord. Ah oui, ce serait donc de la suggestion sans que Guy ne le veuille vraiment, qu'il ait suggéré ça sans que même lui ne le veuille vraiment d'ailleurs, Renaud, si j'ai bien compris. Voilà, il ait pu même se suggérer à lui-même cette idée qui lui est venue à l'esprit, déformer sa propre perception et en même temps la communiquer, cette perception déformée à son ami. Apparemment, peut-être que j'aurais mis le doigt sur quelque chose, ce que je n'ai pas dit à Louis, parce que là, je trouvais que c'était un petit peu énorme. Bon, sur ce cours de communication, avant qu'on arrive à ces histoires de jambes, là, il y a un exercice qu'on appelait un exercice d'harcèlement. C'est-à-dire, quand le moniteur, si vous voulez, dans la communication, cet exercice consiste à harceler, donc, évidemment, comment on peut appeler, la personne qui est en face, de façon à ce que le but de l'exercice, c'est que la personne puisse confronter cet harcèlement et qu'elle ne réagisse pas par rapport à cela. D'accord? Et l'harcèlement que j'ai fait au préalable, donc ça je ne vous l'avais pas dit, oui, pardon, parce que je ne voulais pas vraiment parler, mais en fonction de ce que vient de dire Renaud, je pense que ça me parle beaucoup, ça. Vous allez vite comprendre. J'imaginais derrière moi un dragon vert. Or, Jean-Louis est devenu blanc, je vous assure, blanc comme un cachet d'aspirine, parce qu'il a vu le dragon vert derrière moi. Il m'a dit, je t'en supplie, Guy, arrête de créer cette image, je vois le dragon derrière toi, j'ai une peur bleue de voir ce dragon. Et donc, en effet, je dirais que ça... Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux venir. Ça explique évidemment la force de suggestion que vous aviez sur votre compagnon d'exercice, quoi. Hein. Tout à fait. Ah oui, vraiment. Oui. Renaud, ça apporte de l'eau à votre moulin. Je pense. Oui, mais en même temps, voilà, je pense que c'est une des hypothèses qui serait peut-être un peu plus réaliste, mais en même temps, on n'explique pas vraiment cette capacité à suggérer et à transmettre, finalement, de manière non verbale, donc de manière, on dirait, mentale. À l'époque, les études se portaient sur la suggestion mentale, donc sans les mots. Cette transmission d'images est quand même, d'une certaine façon, reste du domaine de l'inexpliqué, en fait. Oui. Puis-je me permettre de parler d'un autre exemple qui est arrivé donc avec un couple, en plus, c'était assez rigolo. Je peux me permettre, Louis? Oui, allez-y, Guy, oui, bien sûr. Donc c'était encore là, on était au moins une quinzaine de personnes, on était sur les cours de communication, et là, ça s'est passé le midi, on mangeait, donc on était tous à table sur la même table, et il se trouvait que j'étais en bout de table. Et les gens me demandaient, donc, si vous voulez, derrière moi, j'avais tout le plateau de la cuisine, et on me demandait, Guy, tu peux passer le sel, Guy, tu peux passer l'eau, ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, une personne du groupe a dit, mais si vous continuez à harceler Guy comme ça, il va vous envoyer sa chaussure. Je sais vraiment pas pourquoi cette personne a dit ça, mais bon, bref, on a fini de manger, et l'après-midi, je me retrouve avec un couple sur le cours de communication. Et pendant la pause, le mari de ce couple me dit, Guy, je peux me permettre de poser une question? Je dis, bien, vas-y. Et pourquoi tu t'es levé et que tu as montré ta chaussure? Puis sa femme me dit, mais il n'a pas fait que ça, il a jeté sa chaussure. Je dis, mais non, il n'a pas jeté sa chaussure. Vous vous rendez compte de cette histoire? Alors quand évidemment, je ne suis pas du tout levé, je n'ai pas du tout bougé de ma place. Or, ce couple a vu une scène, donc, pour le mari qui s'est arrêté, donc, avec la chaussure, ils ont montré en bout de bras, et la femme, elle l'a vu carrément voler la chaussure. C'est quand même incroyable, ce truc-là. Aussi. Et vous y avez pensé, vous, à envoyer la chaussure au prochain qui allait vous demander le sel? Non, par contre, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'en effet, quand la personne dit, mais Guy va vous envoyer sa chaussure, bon, c'est à peu près sûr que moi, je me suis créé l'image. Ça, c'est à peu près sûr. D'accord. Et apparemment, cette image a été perçue par le couple. D'accord. Renaud? Très intéressant. C'est vrai que ça va dans le sens d'une sorte d'hypnose collective où on a vu des hypnotiseurs de spectacle réussir à faire croire à une salle de spectacle entière que des choses apparaissaient qui n'étaient jamais présentes. Donc c'est vrai que ce serait de ce côté-là, de votre charisme, de votre force de suggestion. Donc à faire attention justement à ne pas en abuser de ce côté-là. Oui, tout à fait. Pierre Macias. Oui, Guy, vous alliez rajouter peut-être quelque chose? Moi, j'allais simplement dire, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai un petit peu peur de ça, parce que, bon, bien souvent, je vois que j'ai une influence sur les autres, alors que je ne le désire pas. Oui, on a tous une influence sur les autres, ça rentre dans ce qu'on peut appeler la communication non verbale. On communique, les gens communiquent entre eux principalement par la parole, enfin, on a l'impression principalement par la parole, mais des études universitaires montrent que la communication va bien au-delà, par les gestes, par les humeurs, par la manière de s'habiller, par l'attitude
la gestuelle qu'on peut avoir. Tout ça, ça rentre dans le domaine de la communication. Avoir une influence sur les autres, on interagit forcément tous. Le tout, c'est peut-être simplement de contrôler, de ne pas être agressif envers les autres, mais à partir du moment où on est animé de bons sentiments, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Oui. Là-dessus, sur ce thème-là d'ailleurs, je voulais revenir sur l'exemple du bébé, sans vouloir éliminer un phénomène de télépathie éventuel ou un phénomène de prémonition éventuel dans certains cas. Oui. Il y a une étude universitaire qui a montré que un bébé se calmait plus facilement si on laissait, disons, s'énerver moins facilement ou se calmer plus rapidement si on mettait près de lui un linge que sa mère avait porté. Ça rentre dans ce genre de communication. Donc, simplement le fait de sentir l'odeur de la mère amenait à le calmer plus facilement. Donc, quand vous tenez un bébé dans les bras, vous avez avec lui tout un protocole, une schématique de communication avec lui. Et là, parfois, il est bien difficile de vouloir interpréter cette communication par une télépathie éventuelle. Oui, parce que c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble extrêmement complexe et dont la majorité, j'ai en tête quelque chose comme 70% de la communication serait non verbale entre deux individus. Donc c'est même une majorité de la communication dont on n'a pas conscience, qu'on maîtrise difficilement, qui est très difficile à gérer et à comprendre et à intégrer dans la compréhension d'un phénomène de transmission télépathique. Ouais. Mais en ce qui concerne donc cette disparition des gens, pour en revenir au premier cas dont nous a parlé Guy. Là, je resterai complètement dans ce qu'a expliqué Renaud. Je m'aligne complètement là-dessus. Il peut y avoir une force de suggestion. Il y a la situation qui amène qui amène à faire passer encore plus facilement cette suggestion. Il y a un rapport entre les deux individus, celui qui émet, celui qui reçoit, qui a le pouvoir l'un par rapport à l'autre. À partir du moment où il y a une situation dominante de l'un par rapport à l'autre, cet autre-là va avoir tendance à ressentir plus facilement ce que le premier veut lui faire ressentir. Même de manière inconsciente. Même de manière inconsciente. Bon, faut éviter de faire disparaître les jambes des gens, hein, Guy. Voilà. Parce que non, ça le fait pas, quoi. mais je pense pas que ce soit une situation stressante. Bon, c'est assez étonnant, quand même, étonnant à vivre, certes. Mais personnellement, je n'y verrais pas une inquiétude particulière à avoir. Oui. Enfin, cela dit, Jean-Louis, c'était le prénom de celui avec qui vous partagez l'exercice, a quand même, comme disent certains, a quand même flippé, quoi. C'était pas... Il a flippé, d'autant plus si vous connaissiez cet individu, il est comme les chefs de personnel des entreprises, c'est vraiment un grand gabarit, c'est quelqu'un qui a vraiment un charisme aussi vraiment fort, c'est quelqu'un de fort, et donc ça va quand même bien perturbé. Oui, c'est insolide, et pourtant il a été bousculé, quoi. Vraiment. Ah bah oui, je comprends un peu. Bon, très bien. Guy, en tout cas, merci de nous avoir relaté cette histoire tout à fait étonnante, et faites attention aux images mentales que vous envoyez aux autres, alors, à partir de maintenant. Oui, si je peux me permettre, j'ai entendu donc votre demande par rapport au prochain sujet. Si je peux me permettre, moi j'ai vécu il y a 4 ans de cela dans un château. Si vous êtes intéressé, moi je veux bien témoigner la prochaine fois. Ça a duré pendant une semaine, toutes les nuits, le fantôme venait m'emmerder dans ma chambre. Ah bon? Si ça peut vous intéresser, je pourrais vous donner le nom du château. Il n'y a pas de problème, même les gens du château connaissent, il y en a 3 fantômes en fait dans ce château. Oui. Moi, c'en était un seul des 3 qui venait me gêner toutes les nuits. Il venait secouer ma fenêtre, il m'a réveillé toutes les nuits. Ah bon? La dernière nuit, j'ai plus voulu dormir dans ma chambre, j'ai bougé de chambre. Parce qu'à la fin, j'en avais marre, quoi. Donc, c'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait intéressant. Écoutez, Guy, j'ai vos coordonnées. D'accord. Donc, si là vous devez aller vous coucher, qu'est-ce que vous avez rien de prévu d'ici minuit? Je vais le lire maintenant. Bon, très bien. Alors, gardez le téléphone à vos côtés parce que nous avons d'autres témoignages qui arrivent au standard. Et écoutez, dès qu'on a une place, si on peut avant minuit, on vous rappelle pour écouter cette histoire tout à fait passionnante. D'accord? Oui, mais si vous me rappelez avant minuit, par contre, je suis pas foutu de vous retrouver le nom du château. Il faudrait, si vous voulez, moi, dans la semaine, je peux en effet auprès de ma compagne lui demander, et je pourrais retrouver le nom du château. Et d'accord. Vous dire exactement où il se trouve. Ok, on prend rendez-vous pour une autre émission alors. D'accord. Allez, promis. Merci Guy. Ok. Bonne soirée. Et bonne émission.
Hein. Merci beaucoup, merci à vous Guy. 0826 300 300, Morad est au standard, il attend vos appels, vos témoignages. Dans quelques minutes, Frédéric va venir nous rejoindre. Frédéric qui a vécu une sortie hors du corps durant un coma. 0826 300 300, vos témoignages, nous les attendons. Vous pouvez poser vos questions à Pierre Massias, mon invité, ou Renaud Évrard, et vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler car ces 2 heures sont consacrées entièrement et exclusivement à vos témoignages. 0826 300 300, Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Ensuite, il vous rappelle pour que vous puissiez intervenir à l'antenne, bien entendu, où vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions que vous aimeriez poser aux témoins ou à mes invités, Pierre Massias ou encore à Renaud Évrard. Pour les SMS, vous les envoyez au 71 200, précédé d'abord par le mot Sud, vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire. Frédéric, bonsoir. Bonjour. Alors, mon cher Frédéric, vous nous avez laissé un message sur notre répondeur au 0826 300 300. Oui. Vous avez vécu quelque chose quand même d'assez particulier. Particulier. Ah oui, oui, ouais. Pour le moins, vous allez nous raconter ça en détail. Et d'abord, ça s'est passé il y a combien d'années ou combien de temps? Alors, il y a 27 ans. 27 ans. Voilà. Et vous vous en souvenez de manière parfaite? Je m'en souviens parce que ça m'avait beaucoup marqué. Oui. Bien sûr, ça m'avait beaucoup marqué et j'avais jamais entendu personne dire pareil que moi et bon, ça arrive pas à tout le monde non plus. Oui, c'est exact. Voilà. Et alors, moi, c'est, on va commencer par le début. Oui. Ce qui a provoqué, parce que vous, c'est durant un coma que vous avez vécu des choses particulières. Oui. Qu'est-ce qui a provoqué ce coma? Alors, je me suis baigné dans un étang qui était malheureusement pollué. Alors, quand je suis arrivé sur le bord, j'avais déjà 41 5/10 température. Ouais. Alors là, bon, je me suis retrouvé aux urgences, bien sûr. Et bon, puis là, je suis tombé dans le coma, quoi. Pendant un mois. Un mois de coma. Voilà, ça s'est passé en 85 et c'est arrivé le 15 août. D'accord. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez des souvenirs de moments où vous étiez dans le coma. Oui, j'ai des souvenirs parce que je voyais mes parents, mais bon, bien sûr, ils peuvent me voir, mais pas comme moi, je les voyais, quoi. C'est-à-dire que bon, moi, je me voyais sur mon lit, je voyais mon père, puis je voyais ma mère, bon, l'un après l'autre, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer, bien sûr, tous les deux en même temps dans la chambre. Oui. Voilà, bon, c'est dur d'en parler quand même, parce que c'est des souvenirs que je gardais un peu pour moi. Bien sûr, j'imagine. Voilà. Douloureux ou est-ce que vous êtes assez serein par rapport à ça quand même? Mais au départ, on n'y croit pas trop, surtout quand on arrive de là, quoi. Hein. Surtout quand on arrive d'un grand coma, quoi, et on n'y croit pas trop, parce que bon, j'en ai parlé un peu avec mon père après. Il m'a dit non, c'est complètement ridicule, c'est pas possible, t'as rêvé, quoi. T'as rêvé, quoi. Ouais. Et en définitive, je connaissais l'infirmière qui venait me soigner tous les jours et que je l'avais jamais vue. Je connaissais son nom, je savais qu'elle était blonde, voilà. Et alors, quand vous voyez vos parents, d'abord, vous vous êtes vu, vous, allongé sur le lit. Oui. Bien. Vous vous êtes vu, vous étiez où? Vous savez, comme si vous étiez une caméra, vous étiez où? Vous étiez en hauteur? Moi, j'étais au pied du lit. D'accord, vous étiez au pied du lit et vous vous voyez donc allongé comme si vous étiez venu vous visiter, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Et vos parents, vous les avez vus donc à vos côtés, c'est ça, votre père? Oui, oui. Mon père se mettait toujours du côté que ma mère se mettait, quoi. Toujours où il y avait la petite chaise. Et puis je les ai vus comme ça et j'ai essayé, mais je pouvais pas les atteindre, quoi. Je pouvais pas les atteindre. J'ai essayé de parler avec eux, mais je pouvais pas les atteindre parce que moi j'étais dans le lit. Mon vrai moi, il était dans le lit. Pour moi, c'est ça, quoi. Et est-ce que quand vous étiez debout au pied du lit, est-ce que vous êtes regardé, c'est-à-dire est-ce que vous avez vu si vous aviez des bras, des jambes, si votre corps était complet ou si vous étiez juste quelque chose en train de flotter là? Vous vous en souvenez pas de ça? Je sais que j'étais plein de tuyaux, quoi. Oui. J'étais plein de tuyaux. Je me rappelle de tous ces tuyaux, beaucoup. Et
cet état où vous étiez hors de vous, hein, vous étiez hors de votre corps, oui. A duré combien de temps? Vous tous les jours, vous avez vu quelque chose ou c'est Je peux pas le dire ça. C'est justement ça, je peux pas le dire. Je peux pas dire ça c'est arrivé tel jour, ça c'est arrivé tel jour. C'est quand même flou aussi au bout de 27 ans. Ouais. C'est quand même assez flou quoi. Et comme on m'avait tellement dit non, t'as rêvé. Bon, j'ai essayé de garder ça pour moi. J'ai essayé de garder ça pour moi et puis quand j'ai écouté cette émission justement, ça m'a fait voir qu'il y avait d'autres gens comme moi quoi. Bien sûr. Et c'est là où j'ai dit, je suis pas fou, quoi. Ouais. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Ouais. Ça vous a rassuré de comprendre, oui, d'apprendre ça? Beaucoup. Ben écoutez, au moins si l'émission sert à ça, vous voyez, c'est vraiment... C'est déjà énorme. Oui. C'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup, oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Dites-moi, Frédéric, oui. Quand vous êtes sorti de votre coma, oui. Ces souvenirs, on va appeler ça les souvenirs, hein, pour le moment. Ces souvenirs vous sont venus tout de suite ou c'est venu petit à petit? Comment ça s'est passé? Non, petit à petit, c'est venu. C'est pas venu dès que je suis sorti du coma. C'est venu petit à petit quand j'ai vu déjà les gens que je connaissais pas et que je les appelais déjà par leur prénom, quoi. C'est des petits signes comme ça, mais c'est pas venu du jour au lendemain. C'est parce qu'après un mois de coma, j'ai fait encore 2 mois d'hôpital après. Bien sûr, oui. Et bon, après j'ai revu ces personnes et je les avais jamais vues, quoi. Chaque jeudi, ça changeait d'infirmière. Bon, c'était et ça, vous le saviez? Et ça, je le savais. Ouais. Ça, je le savais. C'est un peu bizarre, oui. Non, c'est pas bizarre puisque d'autres personnes l'ont vécu effectivement. Voilà. Et vous avez eu beaucoup de souvenirs, c'est-à-dire avec plusieurs infirmières, vos parents, vous les avez vus plusieurs fois vous rendre visite. Quels sont les différents souvenirs que vous avez finalement? Moi, mes parents, ils venaient tous les jours, bien sûr. Hein. Bon, les infirmières, bon, ils étaient là constamment. Vu que j'étais quand même en soins intensifs, c'était toujours le même, pas les mêmes infirmières, mais ils avaient toujours leur tour de rôle, quoi. Ouais. Ils avaient toujours leur tour de rôle. Et puis bon, personne ne pouvait venir d'autre que mes parents ou les infirmières ou des docteurs, quoi. Alors bon, la famille, mis à part mes 2 parents, il n'y a que j'avais vu, quoi. Et ça, vous vous en rappelez nettement, en revanche? Ah, ça, je me rappelle très bien. Ça, je me rappelle très bien. Ouais. Est-ce que vous avez entendu des choses? Non. Non. J'ai entendu qu'on me parlait. Quoi, j'ai entendu ma mère me parler. J'ai entendu ma mère me parler, mais est-ce que c'est... Je sais pas si c'est quand j'ai fait ma sortie de corps ou est-ce que j'entendais vraiment. Ah oui. Je peux pas ça l'expliquer. Si est-ce que j'étais devant mon lit quand ma mère me parlait, quand elle pleurait, bien sûr. Ouais. Parce que normalement j'étais considéré comme mort, quoi. Et même n'importe l'infirmière, parce que bon, une infirmière, c'est génial, il faut leur dire merci à ces dames-là. Oui. C'est qu'ils sont géniales parce qu'elles nous parlent, même si on est dans le coma, elles nous parlent, quoi. Oui, elles font un boulot extraordinaire, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Je suis vachement ému, d'ailleurs. Oui, je comprends. On le serait à moins, quand même. Ouais. Mais dites-moi, Frédéric, ces paroles, vous les avez, enfin, vous vous en souvenez pas. Est-ce qu'il y a, voilà, la question en fait, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu, dont vous avez pris connaissance et que vous ne pouviez pas savoir, connaître, parce que vous étiez, votre corps était physique, votre corps était entubé, cloué au lit, etc. Est-ce qu'il y a des choses, hormis le prénom des infirmières, parce que des fois devant vous, devant votre corps, elles ont pu s'appeler par leur prénom, vous voyez? Oui. Mais est-ce qu'il y a une information que vous avez eue, que vous n'auriez pas pu avoir autrement que en étant en dehors de votre corps? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que bon, à l'époque j'avais une petite amie. Oui. Et je me rappelle très bien. Et puis c'est ma mère qui me l'a dit. Et pourtant là j'étais carrément dans le coma, quoi, parce que ma petite copine, vu qu'elle voulait pas trop s'attacher, voilà, elle est partie, quoi. Elle est partie et puis voilà. Et ça, elle est partie quand moi j'étais au début de mon coma, quoi. Ouais. Voilà. Et je l'ai appris par ma mère. Et j'étais dans le coma, quoi. Et quand vous vous êtes réveillé, ça, vous vous en êtes souvenu aussi? Ça, je m'en suis souvenu. J'ai jamais été la revoir. On s'est revus depuis, et bon, moi j'ai refait ma vie de mon côté, elle a refait la sienne, et puis voilà. Bien sûr, oui. Et lorsque vous en avez, parlé autour de vous, vous en avez parlé qu'à votre père de ce que vous avez vécu? Oui. Elle parlait qu'à mon père. Il n'y a personne d'autre? Non.
Ça a dû être lourd à porter quand même, ça, non, durant ces nombreuses années. Assez lourd, mais bon, après, on n'y pense pas tous les jours. Heureusement, d'ailleurs. J'imagine, oui. Heureusement qu'on n'y pense pas tous les jours. Mais bon, là, j'attendais, c'est dommage pour mon portable. J'ai dit, mais tant pis, je pourrais pas assister à l'émission, c'est dommage. Voilà. Ouais. Et vous avez vécu autre chose, m'avez-vous dit, Frédéric. Donc ça, pendant 1 mois, vous êtes resté dans le coma. En sortant, vous vous êtes souvenu de ce que vous aviez vu, que l'infirmière était blonde, les prénoms de ceux et celles qui vous soignaient. Vous avez vu vos parents venir parler, discuter avec vous, même si vous étiez dans le coma. Comme quoi, c'est important de parler aux gens qui sont dans le coma, même si on a l'impression qu'ils ne nous entendent pas, il faut leur parler. Ça, c'est vraiment très important. Mais vous m'avez dit également que vous aviez vu ce que vous alliez vivre après votre coma. Alors ça s'est passé comment? Expliquez-nous ça. Alors ça, comment l'expliquer, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer parce qu'en définitive, est-ce que ça s'est pas créé au fil du temps? Est-ce que ça s'est pas créé au fil du temps de ma vie qui en a découlé, quoi? Je sais pas. Mais je savais très bien que j'allais trouver un amour de petite femme, puis que j'allais déjà avoir au moins 4 enfants. Et ça, je sais pas comment me l'expliquer. Déjà à 18 ans, je voulais déjà 4 enfants. Et bon, ben voilà. Ça, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Alors maintenant, est-ce que ça, c'est venu après? Je ne sais pas. Oui. C'est le truc, quoi. Vous pensez avoir, comment dirais-je, vécu une sorte de prémonition comme ça, c'est-à-dire qu'une espèce de porte se serait ouverte alors que vous étiez hors de votre corps, une porte se serait ouverte pour vous permettre de voir ce que serait votre vie en quelque sorte? En quelque sorte, ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais comment l'expliquer, je sais pas. Ouais, oui, ça. Je sais pas. Ça, si on réussit à trouver l'explication, Frédéric, on est prix Nobel tous les deux. Oui, là, je crois que, puis en plus, je sais plus quoi trop dire, quoi. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Frédéric, vous restez avec nous. On s'accorde une pause et ensuite on discute avec Pierre Macias et Renaud Évrard, qui sont des gens qui ont l'habitude d'écouter, de recueillir ce genre de témoignages. Et au moins pour vous rassurer, vous n'êtes pas seul à avoir vécu ça, loin de là. Si vous aussi vous avez vécu ce genre de phénomène, eh bien écoutez, venez nous rejoindre au 0826 300 300 pour nous le raconter également et comprendre et dire à ceux et celles qui l'ont vécu qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils ne sont pas fous. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et vos témoignages au 0826 300 300, 0826 300 300. Frédéric est en notre compagnie, qui a vécu une sortie hors du corps durant un coma qui a duré 1 mois. Ça va, Frédéric? Pas trop bousculé quand même? Non, ça va. Bon, ça va. Très bien. Ok. Alors, Frédéric, je passe la parole à Renaud. Renaud, vos réactions, votre réaction concernant le témoignage de Frédéric après avoir gardé le silence pendant 27 ans. Ça surtout. Alors vraiment, bonsoir Frédéric, vous avez gardé le silence pendant aussi longtemps? Cette expérience, vous l'avez pas partagée du tout? Non, je n'ai pas partagé du tout, ni avec mes enfants, ni avec mon épouse. J'ai gardé pour moi jusqu'à ce que j'entame l'émission, justement. J'en ai parlé à mon père, mais mon père n'est plus de ce monde maintenant. Voilà. Mais ça, depuis 27 ans, je suis comme ça. Alors c'est vrai que c'est touchant, mais ces expériences-là, justement, les personnes qui le font sont souvent dans cette réaction de ne pas en parler, de mettre ça de côté dans leur vie. Et justement, pour reprendre un départ dans la vie, il faut justement être accepté socialement et donc pas forcément parler d'expériences aussi étranges. Mais là, vous êtes le bienvenu, vous voyez l'utilité de votre témoignage. Enfin, je sais pas si vous prenez la dimension dont parle un peu Mais j'ai mes enfants, ils écoutent la radio, là, justement, dans leur chambre. Ouais. J'en ai dit ce soir, essayez d'écouter, vous allez comprendre. Ouais. Et aussi, ça s'adresse à tout ce corps médical qui n'a pas établi sur des bases scientifiques le fait que quand on est dans le coma, on n'est pas totalement inerte. L'esprit n'est pas mort pour autant, en fait. Ouais. On n'est pas sur le mode off. Et il y a quelque chose à faire qui a un sens thérapeutique.
qu'on parle ou simplement dans ce qu'on fait avec les patients, parce qu'on ne sait pas justement expliquer cet état de coma, que fait l'esprit pendant cet état de coma. Et donc votre témoignage, c'est quasiment la seule preuve scientifique, je dirais, qu'on peut accumuler par rapport à ce qui se passe dans cet état de coma. Et votre témoignage est ajouté à tellement d'autres témoignages du même genre que vous avez sûrement entendu, ça va peut-être changer les choses dans le bon sens, j'espère. Ça, c'est très bien. Oui, et puis en plus, même pour vous, Frédéric, ça doit vous soulager d'un poids quand même énorme. Ça m'a soulagé, mais vraiment, parce que bon, mais c'est que j'étais en train de travailler, puis j'ai allumé l'autoradio. J'ai dit bon, tiens, je vais voir ce qu'il y a ce soir. Et puis justement, je suis tombé sur l'émission à 2 reprises. Et puis c'est super, quoi. J'ai vu que j'étais pas tout seul, quoi. Mm-hmm. C'est là où j'ai dit bon, attends, moi aussi j'ai à témoigner de quelque chose. Faut peut-être le faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et juste, enfin, c'est peut-être indiscret comme question, mais maintenant que vous en avez parlé ouvertement, est-ce que vous en parlerez plus volontiers avec autour de vous, peut-être à des amis proches ou à des parents? Non. Vous préférez quand même garder ça dans votre cercle privé. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. En parler avec mes enfants s'ils sont encore réveillés, mais je pense qu'ils sont réveillés parce que je vois la lumière. Je suis dehors devant chez moi dans ma voiture pour pas qu'ils viennent m'embêter, quoi. Bon, ils ont 18 ans maintenant. Oh, ça va, ils peuvent se coucher un peu. La petite a 10 ans quand même. Bon, faudra pas qu'elle tarde trop à se coucher quand même, hein. Bon, c'est quoi? D'accord. Pierre Massias. Oui, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Personnellement, le premier sentiment que ça génère chez moi, c'est un sentiment de révolte inouïe. C'est comment dans notre société on ne peut pas parler d'une expérience personnelle. Quels mécanismes font qu'on risque d'être pris d'être tourné en ridicule pour une expérience vécue aussi forte que ça, qui amène les gens à ne pas témoigner pendant 27 ans. Je ressens actuellement un sentiment de révolte très très fort. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, quand même on parlait à mon père, il m'a dit c'est complètement idiot, c'est complètement idiot. Voilà, c'est complètement idiot. Il m'avait dit, quand je sais plus ce qu'il m'avait trop répondu. C'est comme celui qui voit la Sainte Marie, et puis voilà, quoi. Oui. C'est complètement idiot, quoi. Voilà. Mais toute expérience vécue, toute expérience humaine ne peut pas être ridicule. On a un vécu, on est en droit de l'exprimer, on est en droit de demander des explications. En plus de ça, comme on s'en aperçoit maintenant, il y a quantité de gens qui ont vécu ce type d'expérience. Encore aujourd'hui, comme on est en droit, un citoyen est en droit de pouvoir dire voilà ce qui m'est arrivé. Donnez-moi une explication ou une voie d'explication ou quelques éléments. C'est pas ici, personnellement, je vais pas vous donner une explication. Et en plus, c'est pas vraiment mon domaine, puisque c'est le domaine de Jans France, avec en particulier Evelyne Sarah-Mercier, Jean-Pierre Jourdan, Jocelyn Morisson sur Toulouse, des gens comme ça. Personnellement, ce que je pourrais vous conseiller, manifestement, vous avez vécu effectivement une OBE. Qui reste assez floue, mais qui me semble... Une sortie hors du corps. Oui, une sortie hors du corps, qui me semble tout à fait correspondre à ce qu'on connaît dans ce domaine, et auquel donc s'intéresse Jans France, dont je vais rappeler le site internet. Oui, tout à fait. Donc il s'agit... ça a changé récemment. C'est http://perso.orange.fr/Jans-France.org. Un peu compliqué quand même. Un petit peu compliqué quand même. Ouais. Éventuellement, si on nous écrit à étrange@sudradio.fr, il y aura aucun mail, souci pour retourner. On peut envoyer le lien. Voilà. D'accord. Bon, là, vous pourrez donc rencontrer, discuter, même par téléphone dans un premier temps, des gens qui auront vécu ce type d'expérience. La même chose que vous. La même chose que vous, des gens qui s'intéressent au domaine comme le docteur Jourdan depuis des années et des années. Qu'on va recevoir bientôt d'ailleurs. Et aussi des gens qui ont vécu, qui ont eu cette expérience. Je doute que vous soyez sur Paris, mais je sais que sur Paris, il y a un certain nombre de gens qui se rencontrent
périodiquement, justement, pour évoquer ça, pour accueillir des gens qui ont vécu ce genre des nouvelles personnes comment dire, des gens qui témoignent, mais des gens qui sont angoissés parce qu'ils ont vécu ce genre de phénomène. Qui prennent contact pour une première fois. Un premier accueil de ces personnes, c'est de leur dire, il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que vous. Vous allez pouvoir, dans cette rencontre, discuter un petit peu de cette expérience en particulier. Et ça, c'est organisé par Jans. Mis en place par Jans. Alors, Frédéric, avant de redonner la parole à Pierre Massias, pour en revenir spécifiquement à ce que vous avez vécu, le phénomène que vous avez vécu, les infirmières, par exemple, vous les reconnaissiez à leur visage quand, une fois sorties du coma, quand elles arrivaient? Oui. Et oui, beaucoup, à leur visage. Parce que, il y en avait une particulièrement, déjà parce qu'elle était très 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 mignonne, comme en général les infirmières, comme en général toutes les infirmières, mais elle, c'est elle qui s'occupait beaucoup plus de moi que certaines, quoi. Voilà. Et donc elle, vous l'avez reconnue dès qu'elle est rentrée, enfin quand vous étiez sorti de votre coma, vous saviez son prénom, vous l'avez, voilà. Maintenant je pourrais plus le dire. Oui, parce que je me rappelle plus du prénom. Ça fait 27 ans. Je me souvenais de son prénom, ses habitudes déjà. Ses habitudes. Voilà. Et vous n'avez pas été tenté d'en parler quand même, soit à une des infirmières avec qui vous aviez peut-être sympathisé, ou à un toubib? Non. Mais, je pourrais dire quelque chose. Oui, Renaud, bien sûr. Je voulais intervenir par rapport. On peut se poser la question de pourquoi finalement le corps médical ne prend pas en compte ce vécu, ce qui vient signifier. Il y a quand même des choses dont vous avez parlé qui sont des hypothèses qui feraient dire autre chose à votre expérience. C'est-à-dire, comme vous avez dit, que c'était une reconstruction par rapport à l'avenir que vous avez vu. Vous avez vu qu'en avançant dans votre avenir, ça semblait coïncider, converger avec d'autres choses, mais en même temps, voilà, il y a une part de reconstruction après coup, après la sortie du coma, qui peut être expliquée parce que au niveau psychologique, il y a comme un vide, un trou, une perte de repères, et à partir de là, on ne sait plus trop, l'esprit ne fait plus trop de différence entre ce qui a été pensé au passé, ce qu'il est au présent et ce qui le sera au futur. C'est justement ça, quoi. Hein. C'est justement ça, parce que donc, c'est ça, mais cette explication, en effet, elle est valable d'une façon quasiment générale, il y a toujours une reconstruction, mais c'est vrai que ce que vous apportez dans dont Louis a essayé de parler, de préciser les phénomènes qu'on pourrait dire parapsychologiques, donc quand vous avez des choses qui ont été portées à votre connaissance quand vous étiez dans le coma et qu'ensuite vous arrivez à rappeler, alors parfois les gens ont parlé, mais normalement vous n'êtes pas censé entendre, ces choses-là qui sont étudiées parfois par des parapsychologues ou dans des cadres même expérimentaux, même différents, dans des observations de sortie hors du corps provoquées expérimentalement, ça vient vraiment choquer l'ordre médical. L'ordre médical, finalement, fait un pas dans le sens d'une meilleure compréhension et admission des NDE, des sorties hors du corps et des expériences de mort imminente, mais ce pas est difficile, elle peut pas le faire seule en fait. Si le corps médical reconnaît les phénomènes psy en sortie du coma, ça bouleverse trop de choses. Je comprends que eux ils aient cette résistance et qu'ils cherchent des explications plus terre à terre, simples, surtout que dans l'autre sens, même parmi ceux qui font partie des chercheurs dans le NDE, il y a des hypothèses complètement surréalistes, des nouveautés métaphysiques, spirituelles qui vont parfois dans la dérive. Et donc les médecins, ils se retrouvent finalement face à deux choses, soit un délire spirituel, soit des hypothèses très terre à terre, et ils ne voient pas finalement le côté, le vécu et le côté parapsychologique qui rendrait possible ce vécu. Pierre Massias, un dernier commentaire. Oui, je vais aussi tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Renaud. C'est difficile d'aborder le domaine pour le domaine pour le corps médical, mais il y a des gens qui le font, comme Pim Van Lowell, qu'on a eu l'occasion d'évoquer aussi, un cardiologue, donc il s'est intéressé au domaine spécifiquement au domaine des NDE, mais donc dans le cadre médical, et je pense que de ce côté-là, le cas de Frédéric pourrait apporter peut-être en fonction de ce qu'on aura pu conserver au niveau médical, pourrait apporter des éléments intéressants, dans la mesure où j'imagine que quelqu'un dans le coma,
il est suivi médicalement. Ah bah oui, aux soins intensifs. Ah bah oui, il y a un dossier épais comme ça même. Oui. Ah oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Donc, ça c'est sûr. Donc vous témoignez, vous rapportez une expérience d'OBE à ce moment-là, un certain nombre d'expériences particulières. Ici, on a un matériel a priori disponible, un matériel scientifique de première qualité, peut-être je pourrais oser le dire, c'est-à-dire un suivi médical en bonne et due forme. Durant tout le mois de coma, au moins, ça c'est évident. Qui pourrait peut-être amener des éléments intéressants pour des personnes qui s'investissent dans cette recherche. En tout cas, Frédéric, vraiment, merci beaucoup d'avoir franchi le pas. Je sais que c'est pas facile. Non, ça n'a pas été très facile. Mais en tout cas, ça vous a fait du bien et ça déjà c'est le principal. Ça c'est déjà pas mal. Donc d'abord merci de nous avoir rapporté ce que vous avez vécu, de nous avoir fait confiance. Ça c'est très gentil de votre part. Et puis restez à l'écoute de l'émission puisque dans quelques minutes nous allons avoir un autre témoignage de quelqu'un qui a vécu presque la même chose que vous. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir tout de suite constater que vous n'êtes pas le seul à avoir vécu une sortie hors du corps. Bonne fin de soirée, Frédéric. Mais merci beaucoup. Et dites à la petite qu'il faut qu'elle aille se coucher maintenant. Hein. Non, mais c'est bon, on y va. Merci. À bientôt, Frédéric. Allez, au revoir. Au revoir. 0826 300 300, 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Si, comme Frédéric ou Guy qui l'a précédé, ou Raymond qui va arriver juste après, vous avez un témoignage à apporter, bien écoutez, nous sommes à votre disposition. Pierre Massias et Renaud Évrard sont là pour essayer de vous apporter quelques pistes de réflexion. Vous pouvez également nous contacter par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200, je les ai qui arrivent juste sous les yeux. D'ailleurs, il y a un SMS qui fait référence à mon mal de dents, qui dit mal aux dents, mal d'amour. Ça, je la connaissais, celle-là aussi, merci. Donc, les SMS 71 200 pour vos réactions, vos commentaires. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. 0826 300 300, vos témoignages jusqu'à minuit dans les aventuriers de l'étrange ou par SMS Sud. Vous le tapez Sud sur votre portable, un espace et vous rédigez votre commentaire et votre réaction. Le cas échéant, vous pouvez nous envoyer également votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Raymond vient de nous rejoindre. Bonsoir Raymond. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et bonne année. Merci, mes meilleurs vœux également. C'est vrai qu'on peut, hein. Ma petite carte. Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Raymond. Voilà, moi écoutez, franchement, je voulais appuyer un petit peu la thèse de ce monsieur qui m'a un petit peu interpellée, puisque souvenez-vous, j'avais déjà intervenu dans votre émission pour comme quoi je sortais de mon corps, mais moi je me trouve d'un côté et puis de l'autre en même temps, c'est-à-dire je fais deux sorties de corps en même temps, mais je pense que ça avait un petit peu tenu votre attention. Oui. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait, oui. Puis je vous ai marqué aussi sur ma petite carte comme quoi il y avait d'autres événements qui m'est arrivé dans ma vie, puisque je suis bombardée d'événements de ce genre-là, en fait. Et mon fils qui est décédé, qui a intervenu plusieurs fois, donc ça sera d'autres témoignages si vous le souhaitez. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, et c'est pourquoi je voulais un petit peu témoigner, c'était surtout que ce monsieur était dans un coma. Et moi, je vais vous raconter mon histoire. Oui. Alors, ça s'est passé il y a combien de temps d'abord? Je me suis fait opérer, je me suis fait licaturer les trompes. Donc, c'était une intervention chirurgicale désirée, souhaitée. Oui. De commun accord avec mon médecin. Et ça s'est passé en 1982, donc le 12 décembre 1982, exactement. D'accord. Donc, pour ainsi dire, on m'emmène au bloc opératoire. Et on me sonde, enfin on m'a fait tout un système, on m'envoie l'injection comme quoi je devais dormir, bien sûr. Bien sûr, oui. Et malheureusement, au bout de quelques minutes, je me suis réveillée. Ah, c'est-à-dire que pensant moi que j'avais dû être là depuis plus d'une heure au moins, pensant être opérée d'ailleurs. Oui. Et je me suis réveillée. Et puis, je me suis aperçue, en fait, que j'étais pas du tout opérée, puisque je me suis entendu dire qu'il fallait commencer l'intervention. Et c'est de là que j'ai réagi. J'ai dit, mince, alors, j'ai pas été opérée. Mince, ça, c'est bizarre.
Alors, le chirurgien a commencé, que je connaissais bien, parce qu'il me connaissait bien sur mes choses un peu étranges. C'était pas forcément la première fois non plus. Et il était avec son assistante, pardon. Et donc, là qui commence, on commence par faire des points pour vous marquer avec un crayon. Et on vous pique, et ensuite on ouvre. Oui. Voilà, ça s'est passé de cette façon. Et ça, je l'ai senti, puisque j'avais les draps verts sur ma tête, j'étais attachée, j'étais comme une opération dite normale, quoi. Oui, mais attendez. Avec une pipette dans la bouche, pouvant pas m'exprimer, ni dire quoi que ce soit. Ils n'ont même pas vérifié si j'étais réveillée, si je dormais ou pas, parce que pour eux, j'avais eu mon injection comme quoi je devais dormir. C'était clair, net et précis, hein. Mais est-ce que vous avez ressenti quelque chose, une douleur, etc. Je peux vous dire que oui. Si bien qu'au moment de l'ouverture de l'endroit, je me suis, pour moi, évanouie, si vous voulez. Voilà, on reste pour moi évanouie, on est bien d'accord, hein. Oui. Et vous savez que moi, j'ai des facultés de pouvoir sortir de mon corps dites assez facilement, parce que là, il fallait à tout prix. Et je me suis dit, là, tu peux pas rester comme ça. Bon, c'est vrai, il est vrai que je me suis quand même sans doute évanouie. Et d'après la thèse du médecin, lui, non, il pense que j'ai tombé dans un coma, ma foi. Qui croire, je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent pas tellement admettre ces choses-là, hein. Ils ne veulent pas tellement admettre qu'on sort du corps. Mais il a admis que l'injection d'anesthésie... Non, mais il a admis que l'anesthésie n'était pas assez forte, par exemple. Ça a été très très clair, puisque vous allez voir par la suite. Alors, moi je sors de mon corps, et moi je me suis dit, il faut que tu sortes, parce que tu ne peux plus souffrir comme ça, c'est impossible. Donc j'ai fait volontairement la sortie du corps, si vous voulez, et je me suis promenée, mais alors tout près, moi, parce qu'il a fallu que je voie. Je souffrais tellement, j'ai tellement vu ce qu'ils m'ont fait que je me suis dit, il faut que tu saches quand même, hein, il faut que tu vois, il faut que... J'ai assisté à l'intervention chirurgicale complète. Je faisais que de tourner volontairement tout ça, hein, de tourner tout autour de la table d'opération, et presque le nez, pour ainsi dire, si on veut bien s'exprimer ainsi, le nez complètement à côté de leurs outils, quoi. Oui. Voilà, alors ça, c'était clair. Et puis, l'intervention a bien duré, moi je ne peux pas trop vous dire, parce que 3/4 d'heure à peu près. Et puis, là où j'ai réagi, et là où j'ai eu peur de ne pas revenir, je vais vous dire franchement, c'est quand le chirurgien a dit à son assistante, il lui a dit, bon, ça est bon maintenant. Puis alors, ce qui était marrant, c'est qu'il chantonnait. Il chantonnait. Oui, il chantonnait en travaillant. Oui. C'est sa petite... Et il m'a mis les trompes sur le ventre. J'ai tout expliqué, toute l'opération. Et puis, figurez-vous qu'il dit à son assistante, il dit, bon, maintenant, ça y est, vous pouvez, c'est tout rangé, vous pouvez la coudre. Voilà. Oui. Et alors là, je peux vous dire que la panique a commencé à me prendre, parce que je me suis dit, mais là, c'est fini, alors tu pourras plus rentrer dans ton corps. Pour moi, pourtant, je vous assure, c'est vrai, vous me connaissez quand même un peu maintenant, je vous assure que j'ai l'habitude, hein, sortie de corps, moi, vous savez, j'en fais depuis toute petite, j'ai 60 ans aujourd'hui, je peux vous dire que j'en ai fait. Oui. Mais là, j'ai paniqué. Bon, déjà, je pense que j'étais faite emprise par l'anesthésie, il ne faut pas l'oublier. La douleur qui m'avait quand même fait tourner la tête. Oui. Et puis, je me suis dit, c'est bon, tu as pu rentrer, quoi, maintenant, ça y est. Pour moi, c'était clair. Je n'avais pas du tout entendu le mot coma, ni perdu connaissance de la part du médecin, puisqu'ils étaient complètement pas du tout au courant, puisque j'avais le drap sur le visage. Et puis, alors, je rentre facilement dans mon corps, parce que moi, j'ai assez de facilité pour ça. Ça va, je suis bien rentrée, parce qu'il faut bien rentrer dans son corps, c'est ça le problème. Hein. Il faut bien rentrer en place dans son corps. Et c'est bon, elle m'a cousu. J'ai bien senti la douleur de la couture, par contre, parce que je voulais rentrer avant que ça se termine, quoi. Bon. Et puis, il termine tout ça, et puis, on m'enlève le drap, et puis on me dit, tiens, vous êtes déjà réveillé, vous? Alors, je dis, je me suis pensé, j'avais encore la pipette dans la bouche, mais je disais là, s'ils savaient ce que j'ai vécu. Enfin bon, bref. Et moi, je suis pas du genre à regarder les choses pour moi. Je suis partie. Enfin, ils m'ont monté dans la chambre, mais pas besoin de chambre d'éveil, puisque de toute façon, ils avaient constaté que j'étais déjà réveillée. Apparemment, ça avait l'air de bien, pour eux, ça avait bien été. L'intervention s'était bien passée. Et je rentre dans ma chambre, et puis sur le soir, il y a le docteur qui entrebâille la porte, et puis il me dit comme ça, alors, ça va,
ça s'est bien passé. Alors, je vois que ça a l'air d'aller, vous êtes déjà assise. Ben, je dis oui, alors je lui dis, ah ben, docteur, vous, quand vous opérez, ben, vous chantonnez un peu bien, vous chantez bien. Hein. Et il était prêt à fermer la porte, et puis tout à coup, je vois le médecin rentrer dans la porte et me dit, pardon, qu'est-ce que vous m'avez dit là? Ben, je dis, ben ouais, vous chantez bien. Quand vous opérez, vous chantez bien. Je lui dis, mais il m'a dit, mais c'est pas possible, vous m'avez... Ah, mais ça a fait tilt quand même pour lui, parce qu'il s'est dit, bah oui, il pouvait pas nier qu'il n'avait pas chanté quand même, hein. Il pouvait pas nier, c'était pas possible. Oui, parce que il devait le faire d'habitude. Son assistante à ma droite, donc j'ai tout décrit la scène. Alors il m'a dit, là, il s'est assis sur mon lit, il m'a dit, là, maintenant, vous allez m'en dire plus. Et il faut savoir que ce monsieur, moi, j'avais été opérée d'un pied déjà, et j'avais une cliente qui savait que j'étais médium et qui m'avait consultée et qui lui avait dit, bah tiens, c'est ma médium. Alors tout le temps quand il venait dans ma chambre, il disait, alors ma médium. Donc on se connaissait un petit peu. Oui, tout à fait, oui. Mais même, hein, je lui aurais dit carrément. Hein, mais quelle a été sa réaction? Quelle a été Raymonde? Voilà, Raymonde, écoutez-moi, quelle a été sa réaction, lui, quand vous lui avez dit ça? Sa réaction, ça a été, il était baba. Parce que déjà de une, il m'a dit, attendez, vous me dites que vous êtes évanoui, mais pour moi, je pense que vous avez eu un coma. Tombé dans un coma, il me dit. Ouais. Ah, mais moi, j'ai dit, écoutez, je peux pas vous dire, je n'ai jamais fait. M'évanouir non plus, je peux pas vous donner Moi, je vous dis m'évanouir parce que la douleur était tellement intense que moi, je me suis vue partir, hein, j'ai senti. Hein. Oui. Et il m'a dit, moi, je pense que vous êtes tombé dans un coma. Mais ça, c'est possible. Oui, parce que il est médecin, après tout, il sait, oui. Médicalement, je peux pas le nier non plus, c'est très, très possible. Et serait resté, alors mon coma, il aurait resté... Il aurait duré le temps de l'opération, en fait. Ah, tout à fait, oui, le temps de l'opération. Et moi, alors il m'a dit, mais vous allez me donner des précisions. Moi, j'ai tout expliqué, tout de A à Z. Là, il n'a pas pu nier. Parce qu'il m'a dit, bah oui, effectivement, j'ai bien fait ça comme ça. Vous n'avez pas étudié la médecine. Je lui ai dit, pas du tout, jamais de la vie. Vous me connaissez suffisamment. Oui. Et là, je peux vous dire, il est resté pomme-toi. Hein. Et en fait, là, on parlait d'examen tout à l'heure pour ce monsieur. J'en ai eu certainement moins que lui, mais j'aime autant vous dire que j'en ai eu 2-3 séries à la suite à cause du cœur, hein, parce qu'ils ont cru que j'allais pas tenir le coup, quoi. Bah oui. Et en fait, je m'en suis très très bien tirée de cette histoire-là. Mais alors, c'était ma façon, comme d'habitude, pour ainsi dire, que là où c'était plus étrange du tout, c'était de savoir que je pouvais tout voir au moment où je souhaitais, voir l'intervention. En fait, ça m'a presque rendu service, moi, de voir comment se passait une intervention chirurgicale. En fait. Et oui, surtout d'autant qu'elle vous concernait, évidemment. Alors, nous allons faire donc une petite pause et on va se retrouver avec Renaud Évrard et Pierre Massias pour qu'ils nous livrent leurs commentaires, leurs impressions et puis peut-être poser des questions à Raymonde sur ce qu'elle a vécu. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec vos témoignages au 0826 300 300, 0826 300 300, si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Tiens, par exemple, hier, nous avons reçu un éminent spécialiste des observations d'OVNI et des dossiers d'OVNI. S'il vous est arrivé d'observer des choses tout à fait étranges dans le ciel, eh bien, n'hésitez pas à nous le raconter ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Renaud Évrard, votre commentaire, votre première réaction concernant ce que nous a raconté Raymonde. Alors c'est vrai que c'est toujours un témoignage très intéressant et qui revient de façon cyclique. On l'a déjà entendu, on a l'impression de déjà le connaître. Et pourtant, j'aime beaucoup la façon dont Raymonde a pris à partie le médecin et comment elle a essayé de modifier sa perception de son coma à elle, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les médecins, surtout les chirurgiens, essayent de travailler en se disant qu'ils travaillent une sorte d'objet inerte. Peut-être pour être plus efficace et enlever l'affectif, peut-être aussi. Voilà, c'est ça. Et ça a sûrement une utilité. Et à côté de ça, on ne sait pas exactement, parce que c'est quand même insondable, que fait l'esprit pendant le coma. On se douterait du fait qu'on l'anesthésie, donc ce serait comme si on l'endormait et il serait censé rêver, mais l'esprit peut-être pourrait faire autre chose. Et donc là, se rendre compte de la situation, donner des éléments objectifs sur ce qui s'est passé dans l'environnement immédiat, c'est quand même quelque chose qui vient toujours troubler cette image du corps inerte et qui vient questionner. Et je pense que c'est une énigme basée sur des témoignages, mais qui est quand même à prendre en compte, quoi. Oui. Pierre Massias.
Oui, je suis, comme tout à l'heure, dans la même direction que Renaud. Il est difficile de rajouter quelque chose derrière lui. On a un témoignage, je dirais, classique d'OBE, entre guillemets, bien que celui-là soit particulièrement fourni, sans doute plus que la plupart des témoignages. Et ça me fait penser, en plus, Raymond donc a expliqué son cas dans le détail au chirurgien qui a, semble-t-il, voulu en savoir davantage. Je trouverais particulièrement intéressant que ce chirurgien, ou disons plus généralement des chirurgiens ou des médecins, dans le cas d'OBE, viennent nous raconter comment ils voient ces témoignages de leurs patients. Ce serait, dans le cas de Raymond, je serais très très intéressé d'avoir l'avis direct de ce chirurgien en fait. Ouais. Donc c'est un appel tout à fait intéressant que lance Pierre. Que lance Pierre, c'est pas mal celle-là. Wow. Bon bref, alors non, ce que je voulais dire c'est que si vous êtes médecin, si vous êtes chirurgien, c'est la fatigue, excusez-moi. Si vous êtes chirurgien et que un de vos patients vous a dit ben voilà, moi j'ai vu ce que vous m'avez fait, de quelle manière, j'en sais rien, j'ai vu mon corps, j'ai vu l'opération, etc. Appelez-nous au 0826 300 300 pour nous dire comment vous l'avez ressenti ça quand le patient vous raconte ce qu'il a vu, ce que vous lui avez fait, etc. Ça doit être assez perturbant. Renaud Evra, est-ce que dans la littérature paranormale il y a ce genre de témoignage également? Oui, énormément en fait. C'est ça qui est problématique parce que ces témoignages reviennent et quand ils portent des éléments objectifs, c'est ces éléments objectifs qui sont rejetés. Et pourtant, on sent que là, qu'il y a une sorte d'utilité. Je disais que pour le médecin, traiter son patient comme si c'était un objet inerte, ça a son utilité pour son efficacité à lui. Et on entend même de la part de Raymond que voir comment se passe l'opération a une utilité pour le mieux vivre la chirurgie et mieux vivre l'après-coup de l'opération. Et donc, prendre en compte cette expérience, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Alors, c'est vrai qu'on retrouve ça dans la littérature, mais au niveau des explications, on a toujours ce problème entre qu'est-ce qui serait neurophysiologique, qu'est-ce qui serait psychologique et qu'est-ce qui serait, disons, paranormal. Mais là, non, je pense que c'est de l'ordre de l'énigme et finalement c'est une énigme qui renvoie à d'autres énigmes du fait que ce serait la conscience qui serait étendue à tout l'environnement et qui pourrait pas s'éteindre comme ça de façon totale, quoi. Disons que en ce qui concerne les sons, on peut imaginer que le cerveau, même si la personne est anesthésiée ou dans le coma ou évanouie, peut enregistrer de manière inconsciente les sons. Ça, on peut se dire, bon, il peut y avoir cet aspect-là. Mais voir directement l'opération avec ses yeux, en même ou autre chose, j'en sais rien, mais bon. Oui, on a des éléments qui ne sont pas forcément visuels. C'est-à-dire qu'on a l'impression, elle sent par exemple que des choses sont posées sur son ventre, mais ce serait du domaine du toucher à ce moment-là peut-être, et qui serait ensuite rétabli au niveau d'une représentation imaginaire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les éléments, comme tout à l'heure le prénom des infirmières, ou enfin c'est des choses, bon peut-être, enfin c'est à voir quoi. Mais on n'a pas une sûreté à 100% en fait par rapport à une garantie qu'il y ait eu un phénomène paranormal là-dedans, mais il y a quelque chose à travailler. Oui, par exemple, Frédéric nous a dit, je me souviens très bien de cette infirmière et de son prénom, elle était très mignonne et c'est elle qui s'occupait les 3/4 du temps de moi. Bon, qu'il se souvienne de son prénom, certes, mais du fait qu'elle soit très mignonne et blonde, je veux dire, hormis l'avoir vue par un biais quelconque, je vois pas comment il aurait pu le voir. Alors il était dans le coma. Qui vont extrêmement loin, c'est-à-dire que au lieu de rester dans la salle d'opération et de regarder son corps, des personnes voyagent dans le couloir, dans tout l'hôpital, sortent dehors, rapportent des événements qu'aucun des médecins ne connaissait directement. On a aussi, d'une façon expérimentale, avec des gens qui arrivaient à pratiquer volontairement de sortir du corps, où là, ce qui se faisait, c'est qu'on mettait des choses au plafond. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais on mettait des messages cachés au plafond en aveugle, que personne présent n'était censé connaître, et le sujet qui devait sortir de son corps devait capter ces messages-là. Et on a maintenant des hôpitaux qui s'équipent dans les salles de réanimation pour justement
mener à la fois cette recherche expérimentale pour savoir si, par exemple, le patient en réanimation ou en opération va sortir de son corps et voir des éléments qui restent cachés à l'ensemble du personnel. Oui, oui. Donc là, vraiment, de l'objectivité, on peut l'atteindre, je pense. Ça, c'est très intéressant, ça, comme expérimentation. Et, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile de produire des sorties hors du corps de façon générale. Il y a des personnes à qui ça arrive souvent. Certes, oui. Donc la Raymonde, peut-être, mais sinon, voilà, c'est pas tout le temps non plus, quoi. Ouais. On vient de recevoir un SMS au 71 200 qui dit bonsoir, concernant les OBE, donc Out of Body Experience, et NDE, Near Death Experience, et ce sont les deux termes anglais que l'on utilise couramment dans le monde du paranormal pour dire sortie hors du corps et expérience de mort imminente. Ce SMS donc dit lire les ouvrages du docteur Charbonnier, dont le dernier, L'après-vie existe, il est très intéressant. Pierre Massias, vous le connaissez ce livre, et puis nous avons reçu le docteur Charbonnier également. On a reçu le docteur Charbonnier, oui, qui est médecin au service de réanimation. Qui est anesthésiste, il me semble. Voilà, c'est anesthésiste au service de réanimation de Toulouse. Oui, sur les NDE, il y a de la littérature. On va en trouver sur le site de Jans France. Il y a énormément de littérature autour de tout ça. Il y a même des travaux universitaires. Je pense à une mémoire d'infirmier. Il y a des thèses de médecine. Il y a énormément de documents. Oui, pas mal de documentation qu'on peut retrouver sur ton site d'ailleurs, psylande.org. On va en trouver quelques-uns sur mon site. Oui. En particulier, il existe aussi sur le site de Jans France. J'ai repris sur mon site des thèses autour des NDE, entre autres mémoires. Mais on va les trouver aussi sur le site de Jans France sans problème. Ouais. Renaud Évrard, hormis ce livre qui est très intéressant d'ailleurs, c'est vrai, du docteur Charbonnier, est-ce que vous avez un ouvrage peut-être à recommander? Oula, pensez-y pour tout à l'heure, voilà. Peut-être la mort transfigurée de Evelyne Sarah Mercier avec plein d'autres auteurs, dont Pascal Le Maléfant, Joe Arciamet, où il y a des réflexions qui sont apportées par des gens. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être justement une dérive possible. Est-ce qu'on a le droit actuellement, avec ce qu'on a comme élément, d'apporter une interprétation à ces expériences? Moi, je dirais qu'il faut encore être prudent, je pense. Donc, titrer un livre, L'après-vie existe, c'est déjà délicat, je pense. Oui. La mort transfigurée, donc, d'Evelyne Sarah Mercier. Oui, tout à fait intéressant, c'est vrai. Merci Raymond, en tout cas, de nous avoir relaté cette expérience que vous avez vécue. Et évidemment, j'invite ceux et celles qui ont vécu ce type d'expérience également à venir nous rejoindre et à en parler au 0826 300 300, comme l'ont fait Frédéric, Guy et Raymond. Et comme va le faire à l'instant Christiane, qui va venir nous rejoindre pour, elle, nous parler. Alors là, avec elle, on va ouvrir un autre dossier, un dossier concernant peut-être les apparitions ou les maisons hantées. C'est ce que nous allons voir avec son témoignage sur Sud Radio dans quelques instants. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio. Au 0826 300 300, vos témoignages concernant des phénomènes paranormaux que vous avez vécus. Christiane nous rejoint. Bonsoir Christiane. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christiane. Alors, vous nous appelez de la région toulousaine, c'est ça? Oui, je suis carrément à Toulouse, oui. Très bien. Et alors il vous est arrivé quelque chose, mais c'est concernant la maison dans laquelle vous vivez, ou alors une maison... Oui, absolument, oui, la maison maternelle, oui. Une maison ancienne? Oui, qui a été construite en 1810, une vraie Toulousaine. Ah, vous en avez de la chance. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, dites-moi Christiane, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Eh bien, ceci date des années 90, ça a duré plusieurs années. Lorsque nous étions dans la cuisine rapportée au dos de la maison, comme souvent dans ces maisons, nous apercevions le soir avec ma fille et d'autres personnes deux silhouettes comme consistance d'un nuage, blanche, lumineuse, et dont nous ne voyions jamais la partie basse. Du genou au sol, il y avait un vide. Et c'était un couple, comme... alors, ce qui pourrait représenter l'homme était assez grand et fin, mince. Et à côté de lui, il y avait une autre silhouette. Ils étaient côte à côte, vraiment bien serrés, d'une personne qui aurait pu être une dame.
ils avançaient très doucement, toujours perpendiculairement à l'axe de la maison. Hein. La maison est très longue, elle fait 11,50 m, plus la cuisine de 5 mètres, comme je vous disais hier. Oui. Et on voyait avancer donc ce couple extrêmement tranquillement, calme, toujours perpendiculairement donc à l'axe, du couloir à une des cheminées, et soit dans le sens inverse. On n'a jamais eu peur, on regardait ça avec, comment dirais-je, curiosité. Mm-hmm. Mais bon, ça s'est reproduit de très très nombreuses fois. Mais dites-moi, enfin c'est quand même. Je vous entends pas beaucoup. Ah très bien, on va essayer d'arranger ça. Mais dites-moi, Christiane, Oui. vous étiez nombreux à l'avoir vu? On était 5. Ah oui, quand même. 5, mais il y a que ma fille et moi vraiment qui les distinguions bien. Mm-hmm. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que vous avez échangé. Ils essayaient de voir parce qu'on se bousculait un peu, la cuisine n'est pas très large. Oui. Et non, c'est surtout ma fille et moi qui les avons vus. Et vous avez comparé ce que vous aviez vu. Vous en avez discuté avec votre fille et vous avez vu la même chose. Ah oui, absolument, et au même moment. Mm-hmm. Et autant de fois l'une que l'autre du moment où nous étions présentes sur place. Oui. Ça se produisait à quelle heure? Est-ce que ça se produisait à la même heure? Ça se produisait, ma fille était étudiante, donc elle se couchait pas tard, vers quand la nuit était tombée. Donc certainement l'hiver, il devait être 10h30 maximum, 10h30, 11h. Oui. Jamais dans la journée? Ah non, jamais dans la journée, non. Mm-hmm. Et d'abord, pour une question de luminosité, je pense que ça n'aurait pas été visible. Peut-être qu'ils étaient là. Oui. Mais nous, on ne les a pas distingués. Puis dans la journée, on est à l'extérieur, on n'est pas tellement Oui. Et disponible. Le parcours de ces deux silhouettes était toujours la même? Toujours la même, oui. Ça fait à peu près 5 mètres 50. Oui. Couloir compris. Ils apparaissaient où et allaient jusqu'à où alors? Eh bien, ils rentraient par le couloir, par la porte qu'on laissait ouverte parce qu'on montait, on descendait, vers la cheminée de marbre du rez-de-chaussée, côté jardin, opposé à la rue. Mm-hmm. Et sans mouvement, on aurait dit qu'il glissait. Voilà, il glissait. Mm-hmm. Et ensuite... Soit dans un sens, soit dans l'autre. Oui. Toujours dans cet axe, dans cette direction. Et ensuite, il disparaissait? Oui. Tout d'un coup, ça s'effaçait. Arrivé soit vers le couloir, soit vers la cheminée, on ne voyait plus rien. Sans intermédiaire d'image. Oui. Et comme alors... si on avait donné un coup de gomme, bon. Oui, d'accord. Et est-ce que vous vous êtes renseigné sur, je sais pas moi... Oui, l'histoire de la maison, des choses comme ça? Non, je ne l'ai pas fait, non. Vous semblez... J'aurais peut-être dû le faire. Oui, mais vous semblez en avoir peur, non? Ah non, absolument pas. Non, je suis un peu habituée à ce genre de choses. Non, parce que ma grand-mère parlait beaucoup de tout ça, ma grand-mère maternelle. On était assez branchés sur un plan spirituel. Non, j'avais absolument pas peur. On savait qu'éventuellement, après la vie terrestre, il y a une autre sorte de vie spirituelle ou énergie ou ce que l'on voudra. Oui. Ça nous semblait pas une chose naturelle, mais on l'acceptait très bien. Comme une évidence. Mmh. Et là, ces phénomènes sont apparus, comment dirais-je, votre mère les a vus avant, c'était ancien dans la maison ou alors c'est... Non, maman, elle ne m'a pas exprimé ça, pourtant on était très liés. Oui. Elle me disait par contre, alors on parlait des décorporations tout à l'heure, là, au cours de cette émission, souvent il lui arrivait de sortir de son corps durant son sommeil. Et je me souviens particulièrement, elle est décédée en 82, elle me disait particulièrement, quand je reviens en moi, je me dis, mon Dieu, comme ce corps est lourd. Ah oui. Et moi, j'ai eu plusieurs fois, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, je prenais conscience que je repénétrais dans mon corps, et je me rappelle particulièrement d'une fois où j'ai eu du mal à re-rentrer en moi, et je rentrais par l'épaule gauche. Et c'était extrêmement difficile. Bon, je me suis réveillée là-dessus. Oui. Et ça m'est arrivé d'autres fois. J'avais l'impression que mon corps numéro 2, absent, spirituel, immatériel, rentrait en moi comme si
ça me faisait penser à ça, comme si on essayait de mettre de la chair à saucisse dans un tuyau pour faire de la saucisse. Ah mon Dieu, quelle horreur, oui, d'accord. Non, pas du tout, quelle horreur. Donc j'avais du mal à qu'est-ce que c'était la vie, mon être réel, repénétrer en moi, et c'était difficile, j'avais du mal à repénétrer en moi. Oui. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Hein. Mais... Par contre, je dis, enfin, on parle de ce genre de choses, c'est différent, mais enfin, ça touche toujours au même domaine. Je disais hier à la personne, c'est vous qui m'avez interrogé hier soir? Non, c'était Morad qui était au standard qui vous a appelé. Morad. Oui, tout à fait. Je lui disais par exemple d'autres événements dans cet esprit. J'ai créé une association en 89 en faveur des personnes en difficulté, l'association du Vivier dans cette maison. Et il y avait avec moi un jeune Belge qui avait 22 ans de moins que moi. On va l'appeler Pierrot. Tant qu'il a été dans la maison, à un certain moment, surtout sur le matin, il est arrivé très souvent que je sente bondir dans mon dos, sur le lit, un poids, comme si un chat bondissait sur le lit. Oui. Alors, selon ce qui était extraordinaire, c'est que chaque fois que cet événement avait lieu, un événement désagréable Ah oui, c'était un signe d'alerte, quoi. Mettons, sur les 48 heures. Et alors, si c'était un bon léger, c'était un petit embêtement. Plus le saut était important, plus l'embêtement était important. Et ça, c'était caractéristique, ça s'est produit de très très nombreuses fois. Et le jour où ce garçon est parti, même quand il a vécu en dehors de nous, il était avec une jeune femme de Lonaguet, ça a existé. Du jour où il est parti de France, il est retourné en Belgique, tout s'est arrêté. D'accord. Ah ouais. Mais il était très charismatique, il était très généreux, très marrant. Je pense que c'est peut-être lui qui a engendré ce genre de choses. Mais les deux silhouettes, par contre, ils n'étaient pas encore dans la maison. Oui. On appellerait les fantômes. Oui, voilà, pour plus de commodité. Renaud Évrard, que pensez-vous d'abord de ce phénomène de deux silhouettes qui viennent gentiment se balader comme ça, faire leur tour habituel, suivant toujours le même circuit, dans une maison? Alors, on pourrait penser tout de suite en fait à une sorte de hantise, à différencier justement du cas où c'est un jeune Belge qui vient. Il n'était pas encore là pour les. Oui, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là, lui. Oui, donc en fait, ce serait la distinction entre hantise et poltergeist, c'est-à-dire une hantise centrée sur une personne et une hantise centrée sur un lieu, une histoire, quelque chose comme ça. Après, là, j'avoue que il y a eu beaucoup de choses et que j'ai un peu du mal à remettre tout dans un style narratif. Alors, je ne sais pas trop, je pourrais peut-être céder la parole, je passe mon tour, Joker. D'accord. Parce que ça me semble, je ne saurais expliquer en fait toute cette dynamique-là. Oui. Bon. Pierre Massias, donc concernant les silhouettes qui empruntent toujours ce même itinéraire, qui disparaissent, et qui sont somme toute très sympathiques finalement. Enfin, je veux dire, qui font de mal à personne, qui sont là, qui se baladent, qui s'en vont, et puis voilà. Qui viennent. Voilà, tranquillement, qui font leur petit bonhomme de chemin. Oui, voilà. Oui. Moi, j'aimerais demander, bonsoir Christiane. Bonsoir. Comment ça s'est arrêté à un moment donné? Oui, parce que il faut dire que c'était l'époque où ma jeune fille était adolescente. Est-ce que c'est elle qui a engendré ce genre de choses? Je ne sais pas, mais il y a eu d'autres genres différents de manifestations actuellement même dans la maison. Ma fille n'étant plus là, elle est mariée, bon. Oui. Mais est-ce que c'était pas elle qui créait ce... Mais vous savez, ça correspondait à un couple que nous avions connu, monsieur et madame Chambrial, qui étaient des personnes extrêmement croyantes, qui allaient très souvent dans des salles où il y avait des médiums. Oui. Et nous avons toujours l'impression que c'était ce couple, qui était amis intimes, qui revenait nous voir comme ça, qui passait dans la maison, par amitié, par sympathie, ça correspondait à leur silhouette. Ils étaient décédés peut-être 10-15 ans au préalable. Oui. Mais ça me semble pour quand même 10-15 ans. La période de temps, ça a duré combien de temps la 3-4 manifestation? Ans. Ah oui. 4 ans. Oui, 3-4 ans, d'accord. Oui. Vous les reconnaissiez? Vous reconnaissiez ce couple dans les deux silhouettes? Écoutez, ça aurait pu être les silhouettes de ces personnes, parce que lui était effectivement très grand et mince, et sa femme était beaucoup plus petite, et on aurait pu croire que ça pouvait être eux. Oui. Là, il est très difficile. Oui, c'est très difficile. D'interpréter ça peut être lié à l'antécédent de la maison aussi, parce que je disais que la maison, elle a été construite en 1810. On est à Castelhardy. Autrefois,
est-ce qu'il n'y avait pas un cimetière ou est-ce qu'il n'y avait pas des puits? Oui, c'est des terrains qui ont été inondés par la Garonne. On va partir immédiatement dans l'explication, c'est peut-être aller déjà un petit peu trop vite. Le problème là, c'est ces deux silhouettes. Il faudrait pouvoir investiguer, il aurait fallu pouvoir vraiment investiguer. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et ensuite, on va éventuellement donner une signification à un phénomène paranormal. Ouais. Là, il faut faire très attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Est-ce que, par exemple, un phénomène de production gazeuse ou quelque chose comme ça pourrait expliquer ce type de phénomène qui suit toujours le même cheminement, c'est-à-dire le même courant d'air qui se produit dans la maison et qui finit devant la cheminée, vous savez, une espèce d'appel d'air. C'est peut-être bancal comme hypothèse, mais je sais que ça s'est produit par ailleurs déjà. Oui, ça s'est produit par ailleurs dans des châteaux avec de la pierre volcanique. On a imaginé ce genre d'explication. Là, j'y ai pensé très sincèrement aussi parce que il y a la cuisine ça suit vraiment toujours le même chemin. J'ai l'impression comme un courant d'air qui aurait une couleur, même si ça descend des escaliers. Ça descend des escaliers, ça monte pas des escaliers. Ça se dirige vers une cheminée où on peut avoir un foyer, un reste de foyer. Enfin, ça dépend de l'utilisation qu'on a de la cheminée. Ça fait deux étages dans une maison. Ça fait des différences de température, des différences d'environnement qui peuvent aller savoir générer quelque chose. Donc c'est la première étape qui va être de mettre en évidence le fait extraordinaire, je vais dire, est très importante. Et après, on va pouvoir éventuellement chercher à le comprendre. Et là, le problème, c'est que le phénomène n'apparaît plus. On ne va pas pouvoir investiguer dessus. On manque en fait de témoignages actuels, ce qui serait de ce qui se passe maintenant. Voilà, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est que ce type de phénomène se passe maintenant quelque part et qu'on puisse vraiment voir ça, enfin voir entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas de voir simplement en tant que voyeur, mais de réaliser une investigation, donc d'appréhender le phénomène en cours de production, quand il est encore là. Oui, c'est pouvoir être témoin de ce type de phénomène avec toute une série de spécialistes aptes à essayer d'explorer plusieurs pistes différentes. Voilà, avec les outils aussi bien matériels que de compétences pour investiguer sérieusement l'événement. Oui, nous sommes donc des Ghostbusters en puissance, quoi, si j'ai bien compris, Pierre Massias. Personnellement, je partirais pas à la chasse, mais l'investigation scientifique du phénomène est particulièrement intéressante. Et je te suivrai de très très près. Vous restez avec nous, Pierre Massias, Renaud Évrard. Dans quelques instants, on se retrouve avec l'autre témoignage d'Alain, qui lui va nous parler également d'un phénomène de maison hantée. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et vos témoignages au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Ensuite, votre question, votre réaction. Un SMS là qui vient d'arriver de Christiane qui nous dit: une personne aveugle peut-elle faire une sortie hors du corps? Et si oui, comment le vit-elle? Renaud Évrard, c'est une question tout à fait intéressante, ça. Oui, je pense que c'est une expérience possible. Il ne faut pas penser que la sortie hors du corps est simplement quelque chose qui se vit au niveau du visuel. Comme on a dit, on a toutes les autres sensibilités qui peuvent être mises en avant. Et donc, je connais pas personnellement, moi je n'ai pas reçu de ce type de témoignage de la part d'aveugles, mais je pense pas que ce soit impossible. Pierre Massias, est-ce que vous avez entendu parler de ce type de témoignage? Parce que là, ce serait intéressant, effectivement. Oui, ce type de témoignage existe effectivement. Par contre, je vais peut-être sortir la carte du Joker comme on a dit tout à l'heure et proposer. Ça fait rire Renaud. Ça fait rire Renaud. Et proposer, je crois que ce sera beaucoup mieux d'écouter Jean-Pierre Jourdan quand il viendra nous rejoindre dans pas longtemps. La semaine prochaine en principe, si tout va bien. La semaine prochaine, normalement. Bien. Alors, nous avons Alain qui vient de nous rejoindre. Alain, bonsoir. Bonsoir. Alain, bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Et vous nous appelez pour nous relater une expérience de maison hantée que vous avez vécue. Oui, alors c'est assez simple. C'est une maison qui date de 1920 à peu près. Et donc j'étais avec ma fiancée, elle était dans une chambre, moi j'étais dans l'autre, ça se passait en 1981, on était encore là
l'ancienne mode. Et à un moment donné, elle a passé la tête et elle m'a dit viens voir. Donc j'ai été dans sa chambre, qui était séparée par un couloir. Oui. Elle m'a dit voilà, j'ai reçu ce réveil sur le plexus alors que j'étais en train de lire avant de m'endormir. Bon, oui, je l'ai écouté d'accord. soigneusement, puis bon, j'ai pas trop fait attention. Et naturellement, pour pas que les parents entendent le moindre bruit de voix, j'avais fermé la porte. Et après l'avoir rassuré un petit peu, je me suis préparé à rejoindre ma chambre. Et près de la porte qui était fermée, j'ai entendu des bruits de pattes de chien. J'ai ouvert aussitôt puisque j'étais juste derrière et il n'y avait pas de chien. Il n'y avait pas de chien dans le couloir qui faisait une dizaine de mètres et dont les 4 portes étaient soigneusement fermées. Et en plus, le chien qui aurait pu être là était mort depuis quelques mois. Ah, donc il y avait eu un chien dans la maison. Il y avait eu un chien dans la maison. Je l'ai entendu et puis mon amie, qui est devenue mon épouse, elle l'a entendu également, mais on ne l'a jamais vu. Et il n'était pas possible matériellement qu'il puisse disparaître. Nous n'avions pas bu, il n'était pas très tard, il devait être 10h30, 11h du soir. Et on n'était pas sous l'empire de la drogue, on n'était pas fatigué outre mesure. Et puis on était 2 en plus. Alors déjà, il y a eu cette histoire de projection du réveil sur son plexus, auquel je n'ai pas assisté, mais je pense que je peux lui faire confiance. Et puis, le bruit des pattes de chien, vous savez, il y avait des pattes qui glissent sur le... Oui, avec le bruit des griffes caractéristiques à ceux au pas de chien, quoi, finalement. Mais alors, dites-moi, Alain, un petit peu. revenons d'abord sur le premier cas, c'est-à-dire ce réveil. C'est un réveil matin qu'elle a reçu, c'est ça ? Un réveil matin, oui. Bien. Heureusement, il était en plastique parce que ça aurait pu lui faire très mal. Effectivement. Il était situé où par rapport à elle ? Il était sur une étagère au-dessus de sa tête, à environ 50 cm, 50 ou 75 cm à peu près. Oui. Et le réveil, donc, lui est tombé dessus, c'est ça ? Il n'est pas tombé, il a été projeté. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, complètement différent. Oui. C'est-à-dire, elle a senti la force et en plus, elle était éveillée. Oui, complètement, d'accord. Elle, ce que je vais essayer de comprendre, c'est la situation du réveil par rapport à elle. Le réveil était sur une étagère. Il était sur une étagère. Alors, elle était sur sa droite. Était assise. Elle était assise dans le lit et il était environ 75 cm de son plexus et à une hauteur de 50 cm au-dessus de son plexus. D'accord. Et il était sur sa droite. Sur sa droite, oui. Oui. L'étagère, pour qu'on comprenne bien, était le long du mur, c'est-à-dire perpendiculaire à elle ou parallèle à elle ? Parallèle au lit, je veux dire. Parallèle au lit. Donc parallèle à elle. Oui. Ah oui, c'était un lit comme ce qu'on appelait un cosy, non ? Quelque chose comme ça. Oui, quelque chose de très petit. Voilà, oui, c'est ça. Un lit cosy avec des étagères sur le côté où on peut ranger des livres et effectivement un réveil matin. D'accord. Donc, ce qui veut dire que le réveil... Imaginez qu'il tombe, mais là... Il serait tombé sur le lit. Il avait été projeté. Oui. Puis même s'il tombait, il serait tombé sur le lit, tout bêtement. C'est ça. Il n'aurait pas suivi une trajectoire oblique. Oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes qu'elle a vécu ou que vous auriez vécu, ou même ensemble, ailleurs ou dans d'autres lieux ou un peu plus tard ? Moi, j'ai vécu d'autres phénomènes, toujours sans atteinte grave dans différents lieux. Mais enfin, bon, c'est pas trop le sujet. Je vous en reparlerai à l'occasion, si vous voulez. Dans cette maison, elle a vécu des phénomènes qui sont pas très clairs, mais auxquels j'ai pas prêté tellement attention. Il faudrait que je lui en reparle pour qu'elle me donne des détails. Oui. Et mais en particulier, il y a eu un suicide. Personnellement, j'ai essayé d'avoir les origines de la maison. J'ai jamais pu savoir comment elle avait été achetée, quels avaient été les précédents. Oui. Mais juste... C'est-à-dire, dans
la région, quand il y a eu un suicide ou une mort dans une maison, on reste assez discret. Bien sûr, bah oui, évidemment. Mais dites-moi, Alain, sans rentrer peut-être trop dans le détail, quel est le type de phénomène que vous avez vécu, vous? C'était pareil, comme ça, des objets qui se déplacent? Ah non, personnellement, non. J'ai eu des rencontres un petit peu bizarres. Oui. Vous savez, mais je crois que ça arrive à beaucoup de gens, c'est-à-dire vous rencontrez des gens à des endroits où ils n'ont rien à faire et où vous ne devriez pas les rencontrer. Oui, d'accord. Ok. Alors j'ai eu ça, j'ai eu j'ai eu à Axe-les-Thermes une rencontre avec une personne qui m'a heurté le pied et que j'ai détesté tout de suite. Et finalement, 10 ans après, j'ai une fracture de la malléole externe. À cet endroit-là, alors là, c'est peut-être aussi une coïncidence. Oui. Là, je pense qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. D'accord. Alors, on va faire une pause rapidement et on se retrouve dans quelques instants. Moi, j'ai une petite idée de ce que vous est arrivé. Je la soumettrai à Pierre Massias et Renaud Évrard. Et on verra ensemble peut-être essayer de trouver une explication possible à ce que vous avez vécu avec celle qui allait devenir votre épouse. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition jusqu'à minuit. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et vos témoignages au 0826 300 300 comme celui qu'Alain vient de nous raconter. Renaud Évrard, est-ce qu'on peut parler là de possibilités de phénomènes dits de poltergeist? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a deux phénomènes différents et apparemment qui ne se répètent pas, donc c'est vraiment une situation très très spontanée, mais ça a tout le caractère de phénomène de poltergeist. Donc le premier phénomène, ce serait un objet qui se déplace selon une trajectoire anormale, et le deuxième phénomène, ce serait des bruits qu'on dit mimétiques, c'est-à-dire qui font penser à un bruit possible sans qu'il y ait l'objet, donc là le chien qui normalement aurait dû faire le bruit, quoi. Après, moi j'aurais une question déjà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans le reste de la soirée? Qu'est-ce que ça a donné en fait? Finalement, vous êtes rentré dans votre chambre, vous avez dormi gentiment, ou finalement il s'est passé quelque chose d'autre ensuite? Non, il ne s'est rien passé d'autre. On s'est couché chacun dans notre lit, on a dormi. D'accord. Et parce que j'avais peut-être une idée de soit que ça vous ait rapproché, qu'il s'est passé quelque chose qui a permis finalement qu'elle fasse appel à vous, donc du côté du bien amoureux. On est redevenu, on a été un petit peu ému sur le moment, mais après, comme on est assez cartésien, on est rentré dans ce qu'on pense être la normalité. Seulement, j'ai tendance à écrire chaque fois les choses qui me paraissent un petit peu bizarres et puis en faire des histoires un petit peu fantastiques ou macabres. Oui. Pour mémoriser d'une part et pour me défouler d'autre part. Oui. Alain, je pense que clairement la question de Renaud, c'était est-ce que vous étiez déjà amoureux de celle qui allait, comme vous nous l'avez dit, si j'ai bien compris, devenir votre épouse? Oui. Bon. Et ce sentiment était réciproque, visiblement. Apparemment, oui. Oui, puisque vous l'avez épousé par la suite. Donc je pense que, si je ne trahis pas la pensée de Renaud, je pense que il pense, lui, que c'est le sentiment amoureux qui a créé ce genre de phénomène. Renaud, je me trompe, Oui, parce que parfois on ne trouve pas une explication du type maison hantée, une histoire, quelque chose comme ça, mais on voit que la fonction des phénomènes est parfois de permettre à deux personnes de se rapprocher ou c'est une envie, un désir psychologique qui prend cette forme-là. Bon, oui, c'est une autre idée, parce qu'il y a plein d'hypothèses possibles, on n'a pas énormément d'éléments, ce serait quel roman elle lisait à ce moment-là. Est-ce que c'est un roman qui lui a fait peur et qui cette angoisse se serait dégagée tout autour d'elle? Une autre question que j'aurais, mais je ne sais pas si votre femme est présente pour y répondre, c'est que vous dites que le réveil a été projeté sur elle, sur son plexus. Oui. Et moi, ce que je constate souvent dans ces cas où des objets sont projetés sur des gens, c'est qu'il n'y a aucune douleur. On a l'impression que quand une pierre tombe sur un individu, ça fait l'effet d'une mouche ou d'un chatouillis, quoi. Rien du tout. Oui, alors, le roman, je ne sais pas ce qu'elle lisait.
là, elle dort. Effectivement, il n'a pas eu de douleur violente. Elle a eu le choc, mais c'est tout. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est courant dans ce genre de phénomène, Renaud ? Oui, effectivement. Alors, c'est très particulier. Alors, on peut se baser sur Émile Tizanet, qui est un gendarme qui est intervenu dans de nombreux cas de hantise et qui est un des premiers, finalement, à rapporter ces cas où des objets présents dans la pièce ou non présents dans la pièce apparaissent, par exemple, au plafond, sous une forme qui, au début, on sait qu'ils sont là, mais on ne les voit pas, et qui descendent comme ça doucement ou rapidement dans une trajectoire soit normale, soit oblique, étrange, et qui se matérialisent au fur et à mesure et qui peuvent heurter des êtres humains sans être sentis d'une façon douloureuse. Ouais. Donc, ou des fois ces objets sont chauds. Et c'est très étrange ce côté-là, parce que les objets peuvent choquer d'autres objets et casser d'autres objets, se casser eux-mêmes, mais ils ne font jamais de mal aux humains. Donc c'est une question très très qui montre un peu la nature de ces matérialisations, de ces apparitions. Et en même temps, voilà, ça vient, ça arrive fréquemment dans les cas de poltergeist que les objets se déplacent, apparaissent, disparaissent. Et donc le réveil, soit on peut très bien faire l'hypothèse que finalement il n'est pas très loin, il pourrait tomber directement sur le lit suite, je sais pas, à un tremblement des murs, de l'étagère ou quelque chose, un coup de vent. Mais là, on serait plus dans une hypothèse, c'est vrai, d'une psychokinèse. Oui. Pierre Massias. Oui, Renaud évoque les poltergeists, en l'occurrence des cailloux chauds, la possibilité de rapprochement de deux personnes. On est dans l'idée du poltergeist, mais on est plus généralement dans l'idée de produire un phénomène dans un but particulier. Dans le cas du poltergeist, en fait, on va produire un phénomène, on a un sentiment à exprimer, un stress à exprimer. On pourra l'exprimer à travers un poltergeist. Dans le cas d'Alain et de sa compagne, pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'effectivement ils étaient dans l'idée, enfin lui était dans l'idée lui ou elle après tout, était dans l'idée de se rapprocher, et le phénomène est produit par l'un des deux ou les deux pour provoquer une réaction derrière. Oui, donc ce serait le sentiment amoureux qui non exprimé qui crée ce genre de phénomène. Voilà, je trouve ça poétique finalement. Oui, je trouve ça assez joli. Oui, effectivement, c'est très gentil, c'est très poétique. Pourquoi pas, puisque finalement l'apparition la production d'un phénomène paranormal va être, en tout cas dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, un moyen d'expression. On ne peut pas s'exprimer autrement. On va utiliser celui-là, ou un moyen d'expression au sens large, puisque comme avec Raymond tout à l'heure et son OBE, c'est aussi ça va être la réponse à un stress. Cela dit, un objet qui tombe, dans notre cas, on va pas donner cette explication-là. C'est une possibilité d'explication. Il y en a plein d'autres. On a bien connu des cas pour lesquels un réveil tombait de dessus une cheminée parce que un camion roulait sur une route nationale à 200 mètres de là. Proximité, même assez loin, finalement. Ou alors parce qu'il y avait un radar pas trop loin. L'objet peut être constitué de telle ou telle manière qui va réagir et éventuellement entrer en vibration, en résonance. Il y a plusieurs différentes possibilités d'explication de chute, en tout cas. Mais pas de projection. Pas de projection, mais le terme projection, là il faudrait vraiment voir la situation. Enfin, c'est ambigu. Là on est dans l'interprétation de la trajectoire de l'événement en lui-même. D'accord. Bon, peut-être pourquoi l'objet n'aurait pas rebondi quelque part sur une étagère légèrement plus basse, etc. Bon, donc là, on pourrait, pourquoi pas, se trouver dans le cas de production d'un phénomène paranormal dans un point précis. Attention, ça n'est quand même pas toujours la même chose. Ce n'est pas parce qu'un objet tombe et se retrouve dans une situation à un endroit tout à fait étonnant que c'est nécessairement du phénomène paranormal. Tout à fait. Attention. Bon, il faut bien, c'est là où l'investigation de terrain, ou le témoignage, il faut discuter vraiment avec la personne, voir les lieux, voir comment ça se situe, voir les possibilités. Et à ce moment-là, on peut faire la part des choses.
Très bien. Nous en arrivons à la fin de l'émission. Il est temps pour moi malheureusement de remercier Pierre et Renaud, mais on se retrouvera très rapidement pour écouter comme ça et analyser d'autres témoignages. Merci Renaud Évrard pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont témoigné et qui nous apportent encore toutes ces choses étonnantes. Oui, vraiment avec beaucoup d'émotion et c'est très gentil à eux de nous les avoir livrés comme ça à l'antenne. Pierre Macias, merci. Merci Louis. Et puis je rappelle l'adresse de ton site où il y a désormais toutes les émissions de Sud Radio depuis la première émission des en Aventuriers de mars l'étrange. 2006. Voilà, depuis mars 2006 jusqu'à maintenant, toutes les émissions en intégralité que l'on peut charger si l'on veut pour réécouter sur son ordinateur, sur son MP3 comme on veut. Voilà, c'est librement disponible. Bien, ça c'est donc le site, c'est psiland.org, psiland.org, psiland.org. Merci Pierre. Merci Louis. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi et dimanche prochain. Samedi, nous parlerons des expériences de mort imminente. Vous allez voir, c'est un dossier absolument passionnant, très intéressant. On l'a un peu évoqué avec les sorties hors du corps que nous ont rapporté Frédéric ou Raymond, les témoins de ce soir. Et puis, dimanche prochain, encore une émission consacrée à vos témoignages. Nous avons énormément de gens qui n'ont pas pu passer à l'antenne ce soir, donc nous les retrouverons dimanche prochain pour parler notamment encore de maisons hantées et de poltergeist. Ça promet d'être passionnant. Notre standard est à votre disposition avec notre répondeur, les aventuriers de l'étrange, au 0826 300 300. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler, ou vous pouvez nous écrire par mail étrange au singulier étrange@sudradio.fr. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard et Pierre qui comme d'habitude m'aide à les construire. Bonne semaine sur Sud Radio et à samedi prochain.